Salut les néo-autonomistes. Quand nous parlons d'autonomie, il faut savoir se projeter à une échelle bien plus large. L'Atelier Paysan est une coopérative qui accompagne les agriculteurs et agricultrices dans la conception, la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne et retrouve une souveraineté technique, une autonomie par la réappropriation des savoirs et savoir-faire. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Bonjour Hugo. Salut. Nous sommes à l'Atelier Paysan. C'est une coopérative. J'aimerais que tu puisses nous développer comment on peut en arriver à créer un monde paysan de demain, peut-être, ou peut-être d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ça en 2 heures? Eh ben ouais, avec plaisir. Bienvenue à l'Atelier Paysan. Donc moi, je suis Hugo, je suis animateur et sociétaire de l'Atelier Paysan depuis quelques années. Et nous, on est une trentaine de salariés, accompagnés de 180 sociétaires depuis une dizaine d'années, à travailler l'autonomie technique des paysans et des paysannes. C'est un terme qui me plaît bien, l'autonomie technique. Et ouais, ça veut dire quoi l'autonomie technique? Ça veut dire chercher à être beaucoup moins dépendant des industries de la machine, des industries des techniciens, pour pouvoir pratiquer une autre agriculture. Parce qu'il est difficile de pratiquer une autre agriculture avec les outils de l'agriculture industrielle. Et donc la coopérative, c'est une coopérative donc on est une entreprise, mais une entreprise coopérative, c'est-à-dire qu'elle est détenue par les paysans et paysannes. Donc c'est ça qui fait la spécificité. Et donc on n'est pas du tout un bureau d'études au service des paysans. En fait, c'est des paysans qui se regroupent ensemble pour leur propre service, quoi. Donc l'idée, c'est qu'ils conçoivent eux-mêmes leurs outils, leur matériel. Donc quand je dis outils, c'est pour du maraîchage, de la grande culture, de la meunerie, toutes sortes de pratiques agricoles. Et donc l'idée, c'est qu'ils se fabriquent de l'outillage, qui peut être de petit outillage à main, ça va de la petite brouette, jusqu'au gros outil que tu peux mettre derrière un tracteur, en passant par des outils qui vont trier des semences, qui vont faire du travail de meunerie, etc., etc. Et jusqu'au bâtiment agricole, carrément, où on accompagne les paysans à fabriquer eux-mêmes, finalement, leur entrepôt, leur bâtiment agricole, directement à la tronçonneuse. Donc ça, c'est le cœur. C'est des paysans et des paysannes qui se regroupent dans des groupes de conception, donc qui vont mettre plusieurs mois à inventer des prototypes. D'accord. Et puis, on fait aussi tout un travail d'aller observer sur les fermes ce qui a déjà été fabriqué par des paysans et des paysannes isolés sur leurs fermes, qui bien sûr n'ont pas attendu l'atelier paysan pour bidouiller, adapter leur propre matos, mais qui a du savoir qui ne sort pas des fermes. Parce que le travail du métal, il est quasiment plus enseigné dans l'enseignement agricole. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la technologie sur les fermes qui est proposée par l'industrie, elle est de plus en plus high-tech. Du coup, c'est des boîtes noires technologiques qui sont de moins en moins réparables, accessibles. Donc, quand ça tombe en panne, en fait, tu n'as rien à adapter. Juste appelle le technicien et tu fais un chèque en croisant les doigts pour que le technicien il vienne vite. Tu appelles le banquier avant, peut-être. Et voilà, c'est ça, si tu as des sous sur ton compte en banque. Et puis, la troisième raison du fait que le savoir-faire d'adaptation, d'autonomie technique, finalement, il se perd, c'est que les paysans eux-mêmes, ils disparaissent. Il y en a de moins en moins en France. Donc, pour donner 2-3 idées, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a à peu près 10 millions de paysans en France. D'accord. C'est quasiment un actif sur 5. Okay. Dans les années 80, c'est 1 million de paysans et de paysannes. Donc, on en perd beaucoup. Et puis, cette hémorragie-là, nous, on appelle ça un ethnocide, il continue. Et donc, on perd à peu près 250 fermes par semaine. On perd à peu près 10 000 personnes entre les arrivées et les départs, parce qu'il y a encore des gens qui s'installent, heureusement. Mais entre les jeunes qui arrivent et ceux qui partent à la retraite ou qui
font banqueroute, qui mettent la clé sous la porte, eh ben, on est à un déficit de 10 000 paysans par an à peu près. Donc là, on est à moins de 400 000 paysans en ce moment. Et donc, quand les gens partent, eh ben, en fait, le savoir dont ils sont détenteurs disparaît aussi. Donc, d'où l'intérêt absolument d'aller récolter ce savoir-faire et de le mettre à disposition dans un pot commun. Et c'est ça l'atelier paysan, c'est un pot commun. Rappelle-nous la durée de vie d'une exploitation en 2023. Ouais, alors c'est un peu variable, mais nous, on prend comme référence en agriculture paysanne la ferme qu'on installerait, qu'on estime plus résiliente. Donc, c'est des fermes sur petite surface qui nécessitent peu d'investissement. Typiquement, la petite ferme maraîchère qui va tenir à 2 ou 3 personnes. Les dernières statistiques agricoles, c'est des vrais chiffres, ils estiment que c'est 4-5 ans la durée de vie moyenne d'une ferme maraîchère, pourtant plus résiliente qu'une grosse ferme qui nécessite plein d'investissements et qui est casse-gueule, quoi. Donc on ne peut même pas espérer avoir des investissements sur 10, 15, 20 ans avec ce que tu me dis. Et bien pourtant, c'est le cas. Quand tu achètes une ferme, tu vas mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table et tu te projettes nécessairement à long terme, mais c'est un parcours semé d'embûches. Et voilà. Et donc il y a 2 parcours. Il y a le parcours conventionnel. Donc quand tu es dans tu fabriques de la matière première pour une industrie qui est extérieure à toi, et donc là, tu es complètement dépendant des prix mondiaux. Et donc, si les prix mondiaux se passent bien, bah, éventuellement, tu peux t'acheter une piscine. Mais si ça ne se passe pas bien, ce qui est souvent le cas, tu peux finir la clé sous la porte, voire pendu sous la grange. Il y a un suicide par jour en agriculture. Un suicide par jour. Ouais, à peu près entre 300 et 400 suicides, vraiment dus aux conditions sociales. Voilà, à un moment donné, tu as investi, tu perds tout. Et vu que tu es complètement dépendant de ce que tu vas donner, mais que tu es responsable sur ton exploitation familiale, tu mets en jeu ta famille, ta maison, etc., ben, à un moment, quand tu perds tout, tu perds tout. Et donc, ça va jusqu'au drame ultime de gens qui mettent fin à leur vie. Donc ça, c'est le choix conventionnel. Et après, l'autre choix, c'est de s'engager sur des alternatives en agriculture. Et donc, on essaye de travailler la durabilité des fermes dans les parcours. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'investissement, plus d'autonomie sur la ferme, mais ce n'est pas non plus un chemin parsemé de roses. Il va falloir aller chercher des débouchés, des clients qui ont les moyens pour acheter une alimentation plus chère. Du coup, c'est pas tout le temps facile, tu peux pas le faire de partout. Il y a des régions où il y a pas mal d'agriculture alternative, parce qu'il y a aussi ce débouché qui est présent, et puis des régions plus pauvres, il n'y a pas de débouché. Dans la Creuse, par exemple, il y a une seule AMAP pour tout le département de la Creuse, alors que rien qu'à Grenoble, on doit en avoir une 40aine. Donc voilà, il faut regarder territoire par territoire. Mais l'état de l'agriculture, nous, on a tendance à dire que tout le monde agricole, que ça soit l'agro-manager très gros ou le petit alternatif, on est tous dans le même bateau qui est globalement en train de couler quand même. Dis-moi Hugo, comment on passe d'une agriculture contemporaine, conventionnelle, à justement éviter des suicides, éviter des gros crédits? Est-ce que tu peux commencer à développer ça et qu'on rentre un peu dans ce que vous mettez en place? À moins que tu veuilles encore développer, mais... La ligne, c'est la question de l'autonomie et la question du collectif. C'est vraiment deux grands leviers. Donc la question du collectif, ça veut dire ne pas être seul sur sa ferme. C'est faire face à tous ces défis à plusieurs. Et donc ça, c'est très important. Et donc nous, nos structures de l'agriculture paysanne, elles cherchent à faire ça, à faire du collectif, que ça soit ne pas être seul face à la question du foncier, face aux droits, mais aussi face à tes circuits de distribution. Voilà, mais ça peut être aussi être plusieurs sur la ferme, pour pas être juste tout seul dans sa tête à subir des choses. Et ça, on voit bien qu'en termes de santé mentale, c'est quand même plus facile quand on est plus nombreux sur la ferme. Après, ça pose d'autres problèmes. Il faut savoir fonctionner en collectif, le facteur humain, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est bien inscrit dans la durabilité des fermes, voilà, être plus collectif. Et puis socialement, en fait, t'es pas juste... quand tu es tout seul sur une grosse ferme, tu peux ne pas croiser d'êtres humains pendant des jours. Et en fait, ça rend un peu dingo au bout d'un moment, quoi. La vie sociale est très, très pauvre. La vie amoureuse, la vie affective, la vie amicale, voilà, tout est beaucoup plus pauvre. Et dans des campagnes qui se désertifient. Donc voilà, il y a un enjeu de recréer de la vie. De mettre des enfants sur les fermes, enfin voilà, qu'il y ait du monde, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et après, ce qui est très important, c'est de parvenir l'autonomie. Et l'autonomie, pour nous, notre définition, c'est quoi? C'est pas du tout d'être autarcique et de savoir tout faire, tous les métiers. C'est pas ça pour nous, l'autonomie. L'autonomie, c'est d'être lucide sur les liens de dépendance que tu as avec le reste du monde.
Donc savoir en faire l'inventaire de toutes ces dépendances et de savoir les choisir. Si tu peux choisir une dépendance, alors tu es déjà moins contraint par cette dépendance. Moins la subir, voilà. Et donc, il s'agirait que le monde agricole soit beaucoup moins dépendant à la fois des industries de l'agroalimentaire qui vont acheter la matière première qui est fabriquée sur les fermes, à leur prix, à leurs conditions, à leurs standards, etc. Et moins dépendant aussi de ce qu'on appelle les industries de l'amont de la production. Donc, c'est industrie des semences, industrie des pesticides et des engrais, et industrie de la mécanique. Et donc là, l'idée, et nous, on se situe là à l'atelier paysan, sur cet endroit-là de l'amont, sur la question de la machine. Mais on a d'autres organismes qui s'occupent, par exemple, plutôt que d'acheter tes semences industrielles à Monsanto, tu vas t'inscrire dans des réseaux de semences paysannes pour avoir accès collectivement à toutes les banques de semences. Pareil, si tu veux être moins dépendant des pesticides et des engrais, tu vas te mettre dans des organisations qui pratiquent l'agroécologie paysanne. Donc c'est vraiment l'agriculture du futur qui arrive avec beaucoup de difficultés à se passer de chimie en s'appuyant sur les équilibres de la nature, etc., en mettant des engrais verts plutôt que de l'engrais de synthèse, etc., etc. Donc ça, c'est des défis incroyables et on a beaucoup progressé ces 20 dernières années là-dessus. Mais ça demande beaucoup de savoir-faire. Nous, on dit souvent beaucoup de cerveau à la place de serveur. Voilà, beaucoup de savoir-faire. C'est une agriculture de pointe. Certainement pas l'agriculture du passé. Et puis, il y a cette question de l'outil. Donc voilà, être beaucoup en moindre dépendance d'industrie qui a intérêt à nous vendre de l'outillage, d'outils de plus en plus grosses, voire même avec de plus en plus de high-tech, plus de robotique, plus de numérique dedans, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que tu me disais qu'on a beau essayer toujours de développer tout ça, ça s'arrête à un moment. Enfin, il y a des limites, malheureusement, ou peut-être que bientôt on pourra pallier à ça. Mais tu me disais que vous êtes encore dépendant de ça, mais ça vous permet. Donc, quand je dis ça, c'est les machines qu'on voit tout autour, qui seraient issues, je pense, d'industrie, que grâce à ça, vous arrivez quand même à développer cette autonomie. Donc nous, la démarche de l'atelier paysan, c'est du coup, avant tout, de mettre, comme je l'ai dit avant, par un travail de recensement d'une part et un travail de conception paysanne d'une part, arriver à mettre à disposition de l'ensemble du monde agricole des plans, des tutoriels, en open source gratuitement. Et ensuite, nous accompagnons les paysans et les paysannes à savoir travailler le métal pour pouvoir utiliser ces plans et le faire. Et donc, c'est là où nous, on pense faire un saut d'autonomie, c'est d'apprendre ce savoir-faire-là qui va te permettre d'être moins dépendant, c'est-à-dire de pouvoir intervenir directement toi-même sur ton matériel pour le réparer, voire carrément le construire de A à Z. Voilà. Et donc, une des grosses activités de l'atelier paysan, c'est cette activité d'être organisme de formation. Et donc, on a à peu près entre 60 et 80 formations par an qui vont toucher entre 600 et 800 personnes par an. Donc, c'est un gros volume réparti sur 3 centres physiques plus une flotte de 7 camions ateliers qui sont en capacité d'aller mener des formations sur des ateliers éphémères partout dans le monde francophone. Et ça permet du coup d'acquérir ce savoir-faire autonomisant, là. Et dans une démarche low-tech, c'est-à-dire qu'on ne parie pas. Le high-tech, si vous voulez, le savoir-faire, il est mis dans la machine. C'est des ingénieurs qui mettent le savoir-faire dans la machine et il y a un opérateur qui appuie sur un bouton. Voilà. La démarche paysanne, c'est l'inverse. C'est des outils simples de conception, simples de réparation pour un haut savoir-faire d'utilisation. Voilà. Et donc, ça passe par ce qu'on appellerait du low-tech et une démarche d'autoconstruction, savoir le faire soi-même rapidement. Et après, là où nous, on ne se raconte pas trop de blagues sur le niveau de low-tech, quand on dit low-tech, ça atteint des limites, comme tu le disais, forcément, parce que ici, tu vois, il y a des perceuses à colonnes, il y a des disqueuses, il y a des postes à souder. Donc tout ça est relié à des centrales nucléaires pour les faire tourner, parce que c'est de l'électricité. Et c'est du matériel quand même assez pointu. Une perceuse, une visseuse, qui n'est pas fabriquée à côté de chez nous, quoi. Et jusqu'à la barre de métal, qu'on ira voir peut-être juste après, qui est du barre d'acier brut.
Mais même de l'acier brut, aujourd'hui, est un objet de haute technologie, issu des hauts fourneaux. On n'en fait quasiment plus en France. Mais quasiment plus, quand je dis quasiment plus, on fait à 999%, il est importé. Il est importé de très loin, au plus près de l'Europe de l'Est et sinon de Chine. Depuis qu'on a revendu Arcelor, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Appelons les choses. Donc c'est pour ça que nous, le low-tech, c'est pas ce qu'on écrit en gros sur la devanture de l'atelier paysan. Là. Ce qu'on écrit en gros, c'est la capacité à prendre du pouvoir sur ces technologies-là. C'est pas, c'est pas être totalement autonome. Tu feras pas du métal sur ta ferme, quoi. Voilà, tu te rallies comme ça. Mais ça fait partie du choix de ses dépendances. Voilà, des fois on choisit ça. Voilà. Et après, au jour le jour, on essaye d'être cohérent. Par exemple, on va faire appel à des fois des artisans, plutôt que nous-mêmes, par exemple, investir dans une plieuse à métal ou dans une découpe laser. On va faire le choix pour gagner du temps de travail d'un côté, alors qu'on pourrait tout faire avec une petite vrille à main, pour gagner du temps. Parce qu'on est dans la vraie vie ici de gens qui doivent retourner sur leur ferme et retourner dans un monde aussi économique, d'utiliser une perceuse et des fois d'utiliser carrément une découpe laser. Mais du coup, ce qui nous semble cohérent, c'est d'aller faire appel à un artisan du coin plutôt que de faire venir la pièce de Chine. Et du coup, on tisse comme ça des réseaux de solidarité avec les artisans. Et en fait, c'est à la mode moderne, refaire finalement ce qui était présent dans les campagnes, non pas des fermes isolées, mais bien des communautés paysannes avec un ensemble de métiers. Pour nous, on atteindra l'autonomie technique dans les campagnes quand on aura réinstallé des forgerons de village. Ouais, carrément. Mais bien sûr, quand on sera en capacité de faire ce travail de récupération du métal. Des réouvertures de mines aussi, peut-être aussi. Pourquoi pas ça peut aller loin, en fait, ces questions-là. Et on voit bien que ça dépasse la ferme. Et que c'est bien de l'action collective. Et donc c'est pour ça que dans cette histoire-là d'autonomie technique pour une autonomie paysanne et alimentaire, ça ne concerne pas que les agriculteurs qui ont un métier d'agriculteur, mais ça concerne l'ensemble de la population et l'ensemble des savoir-faire dont on a besoin pour travailler le bois, le métal, toutes sortes de matières premières. Dis-moi Hugo, avant qu'on fasse un petit tour général et qu'on rencontre tes collègues, vous vous placez comment vis-à-vis de l'État, des institutions? Est-ce qu'ils vous consultent? Est-ce que vous êtes un petit peu une bouteille, une aiguille dans une botte de foin? Est-ce que vous êtes consulté un peu? Tu peux nous développer un peu ça? Alors oui, ma réponse, ça serait oui et non. C'est-à-dire, tout est nuance, tu sais. Et oui et non. Alors non, pourquoi? On est anecdotique pour les pouvoirs publics. Pourquoi? Parce que pas effrayant, pas intéressant, Parce que trop petit. 800 personnes par an à l'échelle de l'agriculture paysanne, c'est considérable. Mais ça nourrit C'est énorme. C'est pas rien du tout. C'est pas du tout anecdotique ni insignifiant. C'est signifiant. On est important dans le paysage des alternatives. Voilà. Dans le paysage du monde agricole en général, alors là, on passe sous les radars. Dit autrement, c'est pas parce que l'atelier paysan existe que on est une gêne pour l'agro-industrie, ni pour les vendeurs de machines. Donc pour l'instant, et c'est plutôt un problème, nous on trouverait ça plus intéressant d'être dérangeant, pour l'instant on n'est pas dérangeant. C'est-à-dire vous amenez à certains questionnements, si un jour vous étiez dérangeant. Oui, voilà, ça voudrait dire qu'on pèse dans le débat. Pour l'instant on pèse pas lourd, clairement. Après, on est un peu aidé. En fait, il y a une toute petite partie des fonds du ministère de l'Agriculture qui sert les alternatives agricoles. Et nous, on est parmi toutes les alternatives agricoles, on a une petite partie de la petite partie. Donc, on a une toute petite partie qui doit être à hauteur de moins de 2% de notre chiffre d'affaires. À se partager. Qui est issue de subventions publiques. Donc c'est une toute petite partie. Et nous, on n'a pas de position dogmatique là-dedans. On préférerait avoir des politiques publiques qui aillent dans notre sens et d'être totalement soutenus, pourquoi pas, par les pouvoirs publics. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et encore plus consultés, sûrement. Et consultés. Ce qui nous met en difficulté dans notre modèle économique, par exemple. Donc ça, c'est une grande insatisfaction. Donc pour l'instant, on pourrait dire que globalement, on est très peu soutenu. Là où je disais oui, dans mon oui et non, c'est que par contre, on est observé quand même et on est repéré comme une alternative qui a un peu de la gueule. Ouais, mais ne me dis pas que c'est juste pour faire joli, tu sais, quand ils sont attaqués, les politiques, ils disent « Oui, mais nous, on fait ça. » Eh bien, si.
en fait, on sert le discours du pluralisme des politiques publiques, et même, on va dire, au-delà des politiques publiques, de ce que nous, on appelle le complexe agro-industriel, dont les politiques publiques sont une partie, finalement, sont un volet. On ne fait pas de séparation entre la politique publique, les lobbies, les multinationales. On pense que tout ça, c'est ce qui a été mis en place après-guerre, ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. Et donc, ce complexe agro-industriel, son fonctionnement de discours, c'est de se reposer sur ce qu'on appelle la dualité de l'agriculture. Il y aura toujours deux agricultures. Une agriculture qu'ils appellent performante, donc c'est l'agriculture, oui, c'est le mot, une agriculture dominante qui est là pour faire une production de masse d'une alimentation à très bas coût, et une agriculture que eux appellent de luxe, une agriculture de qualité environnementale, nutritive, sociale, mais qui n'est pas destinée à toutes les bourses. Donc c'est Voilà. un luxe de Et bien ça, manger. c'est le discours officiel. Ouais, ouais. C'est le discours, c'est l'imaginaire officiel. Et donc, nous servons cet imaginaire officiel malgré nous, c'est-à-dire que nous sommes un complément de gamme de l'agriculture industrielle. Et donc, nous servons, comme tu le disais, comme jolie photographie à mettre quand il s'agit de présenter l'agriculture. Et donc, on est toute la journée sollicité aussi par les pouvoirs publics pour venir nous voir, pour venir prendre la photo schématiquement, et servir ce discours de pluralité en disant, regardez, les agricultures ne s'opposent pas, la preuve, eux, ils existent, et c'est chouette ce qu'ils font. Si tu vas par exemple au salon de l'agriculture, tu es... Hein? On vous voit là? Non, nous on n'y va pas parce que c'est trop cher, mais T'as tout dit déjà. on est invité. On pourrait y aller, on serait les bienvenus. Nous, juste, on choisit de ne pas mettre de l'énergie là-dedans, mais ça pourrait se discuter. Mais en tout cas, on va sur d'autres salons, on va sur des salons bio, techniques, sur d'autres choses. Voilà, mais bon. Le salon de l'agriculture, qui est le salon du complexe agro-industriel, bah oui, il met en avant, hein, si vous y êtes déjà allé, c'est des pavillons comme ça, énormes, et du coup, tu as le pavillon des assurances, le pavillon de la banque, voilà, le pavillon de la machine, et du coup, est présente l'agriculture industrielle. Mais l'image, les grandes photos qu'il y a à l'entrée et qu'il y a partout dans l'image de communication qu'il y a autour de l'agriculture en France, c'est plutôt l'imaginaire de notre agriculture. On ne te mettra pas en photo une ferme-usine avec 2000 vaches dedans. On va te mettre en photo un pré avec des vaches dedans. Ça existe en France, plus de 2000 vaches? Non, ça existe en Espagne, 20 000. 20 000 vaches. En France, il y a une bataille contre la ferme des 1000 vaches, où on est déjà sur des niveaux incroyables. Hein. Où d'ailleurs, ce n'est plus du lait qui est produit, c'est du gaz. Le lait est un sous-produit dans ce genre d'économie. Enfin voilà, c'est autre chose, quoi. Est-ce que tu pourrais nous présenter, maintenant qu'on a compris que vous étiez une opposition contrôlée à tout ça, Ouais. ce que vous faites concrètement pour expliquer que... Moi, je te propose ça, c'est-à-dire que je te décris concrètement comment on fait, et puis après, on revient un peu sur ces perspectives un peu de on en reparlera de grandes après photos. avoir vu. Ouais. Et on va aller voir Anthony, on va aller faire une petite visite pour voir concrètement ce que c'est, Ouais. que c'est pas juste Ouais. 3 réflexions. Non, il faut voir le lien entre ce que je viens de dire, ce que tu vas voir ici, et le légume qui est produit à la fin, ou l'alimentation qui est produite. Ouais. Eh ben, écoute, je te suis. Tu Eh veux ben, allez. commencer par quoi? Si On va ça. commencer ici. Donc ici, on est en Isère. On est dans un des 3 centres de formation. Donc on est dans le siège national, mais qui est aussi centre de formation fixe. Et donc on a 3 centres de formation comme ça. Voilà, mais les autres ressembleraient à ça. Donc en gros, c'est un centre de formation du travail du métal. Donc vous allez retrouver ici des box de postes à souder. Donc pourquoi des box? Parce que il s'agit d'isoler en fait les personnes qui sont en train de souder, parce que ici on soude à l'arc, et l'arc ça fait un arc électrique qui fait mal aux yeux. C'est pour ça qu'on met un masque à souder, et donc pour que les gens qui passent devant ne s'abîment pas les yeux, ces box sont isolés chacun par des rideaux rouges qui permet de protéger les yeux. Protection également des fumées par des extracteurs à fumée performants. Et puis un ensemble de choses qui fait qu'on travaille ergonomiquement à la bonne taille, qu'il n'y a pas de risque de prendre l'électricité, etc. On est sur un sol plat. Voilà, donc c'est très très important. Ici, on ne dépasse jamais une douzaine de stagiaires, ce qui est le grand maximum. On est plutôt autour de 10 généralement, pour assurer la sécurité des stagiaires. Et pour l'instant, on n'a jamais eu un doigt coupé ou quelque chose en plusieurs années, alors qu'on manipule des outils dangereux, donc avec des débutants.
Donc, c'est une grande exigence qui fait qu'on est obligé d'avoir un certain nombre d'investissements assez lourds à notre échelle. Voilà, ça c'est des milliers d'euros pour installer ne serait-ce qu'un extracteur à fumée. Mais c'est quelque chose sur lequel on ne lésinera pas, évidemment. La sécurité. La sécurité. Et après, tu peux observer, par exemple, qu'on travaille vachement l'ergonomie. Donc, il y a ce genre de petite trouvaille là qui fait que tu n'es jamais empêtré dans ton matériel. Tu peux d'une main pousser un rideau, tu peux d'une main tirer un rack, voilà. Et ça, c'est tous des outils qui servent à l'autonomie, en fait. Savoir fabriquer ça, ça fait qu'à la fin, voilà. Et par exemple, jusque-là, vous allez jusque-là. Ouais, ça, c'est ça, on l'a fabriqué nous-mêmes, ça. Donc, le moindre établi, en fait, est réfléchi à l'ergonomie et au travail. Et on encourage les paysans et les paysannes aussi à se fabriquer ce genre d'atelier sur la ferme. Et d'ailleurs, dès qu'ils s'installent en agriculture. Dis-moi, vos formateurs, c'est quoi leur profil? C'est des anciens élèves, c'est des experts de la soudure, des ingénieurs? Alors, on a plusieurs types de profils et on aime bien essayer d'avoir plusieurs types de profils. Le profil, on va dire, principal, historique, c'est des ingés issus des écoles d'ingénie mécanique qui ont en fait le savoir de la matière première métal. Donc, ils vont savoir l'épaisseur, la ductilité du métal, etc. Voilà, parce qu'il faut qu'ils puissent garantir que c'est assez solide, que c'est le bon truc, etc. Et ils ont un savoir aussi de conception, parce qu'en fait, on adapte chaque machine à chaque stagiaire qui vient, et des fois, il faut réadapter le plan à la personne qui est là. Donc, il y a l'idée que les formateurs et les formatrices sont assez à l'aise avec la conception, le dessin assisté par ordinateur, etc. Donc ça, c'est un profil qu'il y a. Mais on a aussi des collègues qui viennent du monde du métal, qui ont été formateurs en chaudronnerie, en soudure, etc. Et puis, on a des collègues qui viennent plutôt du monde agronomique, voire paysan. Donc d'anciens paysans, de gens qui se mettent à faire ça pendant quelques années, qui reprennent une ferme un peu plus tard. Voilà, ça c'est parmi les permanents de l'atelier paysan. Et après, on a des paysans et paysannes en activité agricole qui, une fois ou deux dans l'année, vont donner des formations à titre de formateurs, ce qu'on appelle les formateurs occasionnels et formatrices. Et ça, c'est chouette aussi. Ça permet d'avoir plus de monde sur la saison de l'hiver où nous, on fait plus de formations. Et puis, c'est aussi un autre rapport aux stagiaires, parce que là, on peut parler directement du rapport entre l'outil et l'usage agronomique qu'il va avoir. Dis-moi, tu as dit formateur et formatrice et stagiaire. J'ai bien aimé sur votre site, c'est vachement inclusif. Est-ce que tu peux nous donner le ratio sur les élèves? Est-ce que dans le monde agricole, on commence à avoir plus de femmes? Est-ce que vos outils sont adaptés? Est-ce que tu peux nous développer ça, s'il te plaît? Bien sûr, la question de la mixité dans le monde agricole, c'est un enjeu fort, parce qu'on part de très loin. L'agriculture était mixte avant, mais les femmes n'existaient pas en fait. Il n'y avait juste pas de statut. C'était la femme de l'agriculteur. Les dernières lois qui donnent le statut de l'égalité, c'était il y a 10 ans, pour donner une idée du retard du monde agricole sur la question. Donc ça y est, maintenant, n'importe quelle femme a le statut de chef d'exploitation sur la ferme. Et aujourd'hui, dans le monde agricole, la parité agricole, elle est entre un quart et un tiers. Elle est en train de se rapprocher de une personne sur 3 est une femme en agriculture, et on partait plutôt d'1 sur 4, voire 1 sur 5, il y a encore 20 ans. Donc ça s'approche, voilà, mais on voit dans les dynamiques d'installation de nouvelles personnes beaucoup plus de mixité. Donc voilà, il y a le monde agricole existant, il y a le monde alternatif qui attire plus de femmes que dans le monde conventionnel. D'accord. Et il y a les nouveaux arrivés. Et donc, dans le public des nouveaux arrivés, que ce soit issus du monde agricole ou les néo-ruraux, beaucoup plus de femmes, en tout cas plus qu'un tiers, voire la moitié, sur certaines productions. Et, tu peux les citer quand tu dis certaines productions, qu'on sache un peu. Moi, alors, j'ai aucune notion. Notamment en maraîchage, en ce qu'on appelle paysan boulanger, donc de la céréale jusqu'au pain. Là, on va avoir plus de femmes. Il y a aussi tout ce qui est plantes médicinales sur des modèles de ferme qui demandent moins d'investissement. Voilà.
Et puis en élevage, peut-être contre-intuitivement, où on pourrait se trouver qu'il y a des raisons, il commence à y avoir beaucoup plus de femmes. Tu dis qu'ils demandent moins d'investissement. Est-ce que moi, j'arrive pas à voir le rapport? Les hommes se lancent quand même quand il y a plus d'investissement, les femmes moins. Quand tu disais ça, j'arrive pas. Oui, c'est des marqueurs sociaux en fait. Quand il s'agit de se lancer dans un gros projet, de prendre des risques, nous les hommes, on a été éduqués à jamais douter que ce qu'on va faire, ça va marcher. Et du coup, voilà, alors que les femmes ont été éduquées, c'est évidemment pas génétique, c'est de l'éducation sociale, mais ont été éduquées à toujours douter d'elles-mêmes, à être sûres que quelqu'un d'autre va faire mieux qu'elles, etc. Ça se voit vachement à la sortie du bac, par exemple. On sait tous que les femmes réussissent mieux que les hommes, et pourtant, quand on voit les candidatures dans les grandes écoles, les femmes vont se dévaloriser. Vont dire, moi, je n'ai que 17 en maths, donc je vais faire juste infirmière, alors qu'un gars, il a 13 en maths, il va faire médecin. Enfin, voilà. Donc, et ça, on le retrouve quand il s'agit de se lancer dans un projet industriel, commercial, quel qu'il soit. Voilà. Et puis après, il y a aussi le filtre de... en fait, tu n'es pas écouté pareil quand tu es un homme ou une femme face à quelqu'un qui doit te donner... je sais pas, des sous, ou valider un projet, ou te faire confiance. On fait moins confiance à une femme. Voilà, voilà, le patriarcat œuvre dans toutes les interstices comme ça, et donc tout ça joue. Voilà, d'où l'intérêt de faire collectif. Voilà. Et alors sur nous, nos questions à nous, la question de la mécanique, ça rajoute une couche sociale, un filtre social. La mécanique dans l'imaginaire collectif, c'est un truc de mec. À tel point qu'on a des stagiaires femmes qui nous témoignent que quand elles se sont inscrites à notre stage, leurs frères, leurs pères, leurs mecs leur ont demandé « T'es sûr que c'est autorisé aux femmes ?» Là, en 2020, 2023. C'est pas un cliché, Non, ça arrive encore. Et du coup, on le voit sur les femmes qui arrivent en stage, beaucoup plus d'a priori qu'elles ne savent pas faire, qu'elles vont moins y arriver, etc., par rapport à des gars qui ont peut-être touché une fois une perceuse, mais qui ont l'impression de savoir. Voilà, il y a toujours un écart comme ça. Et donc, il y a un vrai travail d'accompagnement collectif à accompagner, à prendre du pouvoir sur ce truc-là, sur ces préjugés que des fois on a nous-mêmes, en nous-mêmes. Et donc voilà. Et nous, on le voit sur les formations. Donc, on est largement au tiers, on va dire, sur les formations un peu générales des paysans et des paysannes qui sont déjà installés. Et par contre, sur les formations des jeunes installés, donc on a un format de 9 semaines pour les apprentis paysans et paysannes qui vont bientôt s'installer et qui viennent fabriquer leurs outils avant de s'installer. Là, on a la parité. On est à 50-50. Et en 9 semaines, donc pour hommes comme femmes, donc on apprend quoi en 9 semaines, c'est chouette, c'est une belle aventure collective. Déjà, on passe 9 semaines avec un groupe de gens qui vont s'installer dans la région. Donc on crée du réseau. Dans les régions, puisque vous êtes plusieurs centres, c'est ça qui... Oui, mais elles se font régionalement, du coup, les formations. Okay. Donc ça, c'est cool. Et on fait beaucoup de semaines d'ateliers. Donc on apprend beaucoup plus qu'en juste 5 jours. Et quand même, en 4-5 semaines d'ateliers, tu commences à bien maîtriser. Tu peux sortir plusieurs outils d'un coup. Parce qu'une fois que tu seras installé, tu auras beaucoup moins de temps de faire de la bricole, etc. Donc autant en avoir fait pas mal au tout début. Les premières années, c'est vraiment celles où tu bourrines. Et on a rajouté dans ces 9 semaines-là des choses qui sont plutôt de l'ordre d'apprendre des rudiments pour être un peu plus autonome. Évidemment, ce n'est pas des formations comme si tu passais un CAP, mais tu vas apprendre à manier la tronçonneuse pour fabriquer des rudiments de bâtiments. Tu vas faire des rudiments d'électricité, ce qu'on appelle l'électricité paysanne, c'est savoir bidouiller un système de lumière, savoir faire 2-3 trucs. Du triphasé un peu, parce que je sais que... Un petit peu, ouais. Ils utilisent beaucoup, les paysans, ils ont besoin de machines puissantes. Voilà, un petit peu. En gros, pour savoir quel est ton niveau, à quel moment ça tu peux faire toi, et ça vaut mieux faire venir l'électricien, voilà, pour un peu te situer. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de toi un électricien, une électricienne, mais bien de savoir te débrouiller, quoi. De ne pas être complètement bras ballants quand un problème arrive. On fait de la réparation de tracteurs aussi, un peu. Voilà. Et donc, et moi, j'anime une semaine là-dedans de voyage d'études sur les fermes, où on va rencontrer des paysans et des paysannes pendant une semaine, qu'auto-construisent pour faire des transmissions directement de comment ça s'est passé les installations, des bons conseils, de comment tu règles ta machine aussi une fois que tu es au champ. Parce qu'ici, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur des machines standardisées pour un usage standardisé, on est sur des machines singulières pour des usages singuliers. En fait, il n'y a pas de parcours
unique de comment on fait pousser un légume, une céréale, etc. C'est singulier, ça va dépendre de ton territoire, de ce qu'on t'a appris, de ce que tu as envie de faire, de ne pas faire, de ta taille, de est-ce que tu as de la pente, pas de la pente, enfin de tout un ensemble de choses, en plus dans un environnement mouvant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'année d'après de quoi elle va être faite d'un point de vue climatique, eau, sécheresse, gel, etc., etc. Donc ça demande une grande adaptation dans le temps et une adaptation à chaque localisation. Donc c'est pour ça que l'agroécologie paysanne, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour faire face à nos défis de l'avenir. C'est cette approche singularisée là. Une approche standardisée ne pourra pas marcher. Et c'est pour ça qu'on râle contre l'espèce de dystopie, l'espèce de monde, l'utopie des pouvoirs publics, c'est d'aller encore plus loin dans le machinisme et d'encore aller plus loin dans la standardisation avec une agriculture qui aurait plus d'êtres humains, avec des machines qui cultivent toutes seules. Mais ça, c'est une logique standardisée. On va faire la même chose de partout, on va faire des usines à salade de partout, etc. Et donc, ça ne marchera pas face aux défis qui nous attendent là. J'ai bien aimé le terme. Ce qui est l'utopie des pouvoirs publics est votre dystopie. Pour nous, c'est une dystopie parce que pour nous, c'est réellement l'inverse de nos valeurs. Quand j'ai dit qu'il fallait des cerveaux et pas des serveurs, eux, c'est exactement l'inverse. Ils se disent, tant mieux, il n'y aura plus de cerveaux, et voilà, et des algorithmes à la place de l'intelligence humaine, et des robots ou des esclaves, des travailleurs détachés, sous-payés, à la place des bras. Alors, je vais encore un peu plus pousser. En quoi, pour toi, c'est gênant que ce soit des robots, vu que c'est une tâche très difficile, agriculteur, on nous le dit souvent à la télé, et que justement, ces tâches difficiles peuvent être remplacées par des êtres qui ne réfléchissent pas ou qui réfléchissent avec des algorithmes. En quoi c'est gênant pour toi? Eh ben, c'est gênant parce que le but du jeu du robot n'est pas de remplacer l'effort contraignant de l'humain. Le but du robot est de le remplacer totalement. C'est pas de remplacer un geste qui nécessite un coup de main mécanique. Parce que ça, c'est ce qu'on fait ici. Pour remplacer un geste coûteux et inutilement coûteux, un geste qui serait répétitif, où tu as besoin de te baisser, etc., bah là, on va travailler l'ergonomie au travail. Et l'ergonomie au travail, ça va permettre de moins se baisser, de moins perdre du temps, etc., etc. Donc ça, c'est le lien entre le geste et l'intelligence du geste. C'est ça le savoir-faire. Et c'est ça qui est recherché par les paysans. Le paysan, ce n'est pas un ouvrier. Un ouvrier dans le sens où c'est juste des bras. D'ailleurs, aucun ouvrier n'est juste des bras, d'ailleurs. Mais tous, nous cherchons du sens dans notre travail. Et en agriculture, le sens, il est multidimensionnel. Voilà, tu travailles du vivant. Et tu le fais avec ton cœur, tes tripes, sur un territoire que tu habites. Tu n'es pas juste hors sol, sur une dalle en béton, quelque part, quoi. Et donc, il y a besoin d'avoir la maîtrise intelligente de ce qu'on fait, parce que des fois, ça ne marche pas, le vivant. Voilà, c'est pas mécanique, le vivant. Du coup, des fois, il y a des maladies, des fois, il y a des trucs qui ne sont pas prévus, des fois, il y a des trucs qu'on ne comprend pas bien. Et donc, il faut le ressentir, ça, pour le comprendre pas bien, etc. Ce qui n'a rien à voir avec alléger la charge. Alléger la charge, évidemment, c'est le problème de tout le monde. Si on n'allégeait pas la charge dans nos agricultures à nous, elles n'existeraient pas, les agricultures. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas de forcer comme un âne. Voilà. Mais le projet de robotique, il n'est pas pour alléger la charge. Il est pour remplacer toute l'intelligence que je viens de dire. Et puis pour vendre des robots. Voilà. C'est quand même l'objectif principal. Et donc, nous, le problème, c'est pas de dire, tiens, peut-être ça serait malin d'avoir un robot pour désherber. Parce que oui, si tu prends juste de façon réduite le moment du désherbage, c'est pratique. C'est pratique, mais comme n'importe quel outil est pratique. L'idée, c'est de dézoomer et de dire, attends, là, je suis en train de déléguer cette tâche-là, mais du coup, ça va faire que je vais moins observer mon champ, et puis peut-être j'ai d'autres solutions qui pourraient arriver pour que j'ai moins de désherbage à faire, qui me sont invisibilisées par cette solution robot, alors que je pourrais avoir une solution plus de l'ordre, par exemple, de l'agronomie, pour éviter, par exemple, que mon sol soit jamais nu, pour qu'il y ait moins de mauvaises herbes qui poussent. Ça, c'est une solution agronomique. Ou alors, je peux aller chercher une solution ergonomique, plutôt dans ma capacité de fabriquer un outil qui va faire que je vais désherber en moins longtemps sans me casser le dos, mais je ne délègue pas ça à un algorithme relié à un satellite ou je ne sais pas quoi, que quand il tombera en panne, voilà. L'idée, ce n'est pas d'être délivré du travail. Ça, c'est l'utopie bourgeoise du travail. Bien sûr. L'idée, c'est d'avoir la maîtrise de son travail. La délivrance, c'est un fantasme de celui qui ne travaille pas.
Donc c'est le fantasme historiquement, hein, puis ça, les philosophes le confirment, historiquement c'est une valeur, ça, qui est arrivée avec la bourgeoisie au XIXe siècle. Avant la bourgeoisie, avant la bourgeoisie au XIXe siècle, la valeur qui était partagée par les classes populaires, c'était pas d'être délivré de la tâche, c'était de parvenir à subvenir aux besoins de sa communauté, de sa famille, de sa communauté. Et ça, c'était valorisé. Là, tu avais réussi ta vie et tu t'accomplissais dans la vie quand tu étais en capacité de subvenir aux besoins, là, ce qu'on appelle la subsistance de ta communauté. Une valeur qui demeure encore un petit peu. Mais la valeur bourgeoise qui est arrivée a complètement inversé le truc, a dit que tout ça, c'était un truc dont il fallait se débarrasser, que c'était un truc de cutéreux, que le travail, c'était sale, que c'était un truc, tu avais raté ta vie quand tu étais obligé de travailler. T'as les mains sales, Ouais, quand c'est tu mets les mains l'inverse. dans la terre, tout ça. Je réussis ma vie si je n'ai plus besoin de travailler. Ça, c'est la valeur bourgeoise. L'éloge de la paresse. Ah non, c'est même pas l'éloge de la paresse, c'est l'éloge de il y en a d'autres qui travaillent pour moi. Parce que l'éloge de la paresse, ça vient dans le monde ouvrier quand en fait tu fais l'éloge de plus pas avoir besoin de travailler pour un patron, mais avoir besoin de travailler pour toi-même, pour ta communauté, pour ta famille. Ça reste une valeur forte. D'ailleurs, partagée par la plupart des gens qui bossent. La plupart des gens qui bossent n'ont pas envie de devenir millionnaires, ils ont juste envie d'être peinards, que leur gamin ait leur à manger et de pas galérer dans la vie et de mettre du sens dans son travail. Et de se mettre en sécurité. Et oui. Et de se mettre en capacité de subvenir à ses besoins, de ne pas être dépendant d'autres gens. Bon, bah voilà. Et ben, cette valeur de la délivrance-là, aujourd'hui, elle devient dominante, même dans les classes populaires, mais surtout, elle traverse l'idéologie de la technologie. Et dans l'idéologie de la technologie, la technocratie, c'est de penser notre rapport à travail tout le temps dans l'idée qu'on va s'en délivrer. Mais ça va loin. Mais plus on améliore, moins on est délivré au final. Et on voit que ça ne marche jamais, parce qu'à chaque fois, ce que tu disais là, sur je vais gagner du temps, ça fait 2 siècles qu'on nous l'a fait, cette promesse. Si on avait vraiment gagné du temps avec toutes les technologies qu'on a accumulées depuis 2 siècles, plus personne ne bosserait. Ça a fait densifier le travail. Alors là, je te dis que je te charrierais. Oui, mais c'est peut-être à cause des syndicats, c'est peut-être à cause des 35 heures. Non, regarde l'ordinateur, par exemple. L'ordinateur nous avait fait la promesse qu'on travaillerait beaucoup moins parce qu'on allait automatiser plein de trucs qui étaient chiantes à faire à la main. Et en fait, on fait quoi? On fait tous le boulot de 5 personnes. Ou 10 ou 50 personnes avec un ordinateur. Ça crée des emplois, alors. Et on passe une douzaine d'heures par jour devant un écran. Donc en fait, on n'a pas plus de temps libre. Et non, ça supprime des emplois, l'ordinateur. Mais pour les concevoir. Bah, ça les crée, mais à l'autre bout du monde. Mais en tout cas, Bonne réponse. En France, ça les supprime, clairement. Et voilà. Mais en tout cas, cette promesse du temps libre est vraisemblablement une arnaque, sinon on bosserait vraiment beaucoup moins. Et la pénibilité du travail, elle se déplace. C'est-à-dire que là où on a moins mal au dos parce qu'on n'est plus dans la mine, on a tous des maladies professionnelles à la con, on est tous névrosés, on dort plus la nuit. On a perdu presque la moitié de nos heures de sommeil en un siècle. Et parce qu'on est tous dans une densification du travail. Voilà. Et du coup, ce rapport au travail-là, cette délivrance, ce fantasme de délivrance dont je parlais, en l'agriculture, on le connaît bien, parce que ça va jusqu'à le fantasme d'être délivré de la contrainte des saisons. Et donc, on va se mettre, en fait, la saison ne doit plus être une contrainte, donc c'est vécu comme une contrainte, tu vois, donc on doit l'enlever, et donc on va faire chauffer des serres en plein hiver pour faire des tomates en plein hiver. La terre elle-même est vécue comme une contrainte, et du coup, ce que nous propose la technologie, ça va être de cultiver sans terre, faire du hors-sol, des choses comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, là, on fait maintenant, il y a une usine à salade qui est sortie à côté de Tarascon, où c'est des salades sur 8 étages, comme ça, même pas en hydroponie, dans des machines à laver qui tournent au milieu d'une lampe, comme ça. Et ils aimeraient appeler ça bio. Voilà, parce qu'il n'y a pas de pesticides. Bon, voilà. Par contre, c'est des salades nucléaires branchées sur une centrale bionique. Exactement. Tu vois le fantasme de délivrance, jusqu'où il va. Et du coup, là, ça irait jusqu'à se délivrer de l'intelligence et du travail humain, ce que nous, on qualifie de transhumanisation de l'agriculture. Et ça, c'est une dystopie. Non, totalement. Mais je le vois dans tes yeux, t'es effrayé. Dis-moi, qu'est-ce qui fait, à partir de quel moment, c'est quoi? C'est le plan Marshall qui a fait ça, qu'on s'est déconnecté autant de la Terre? Parce que là, on est plus qu'hors sol, là, dans les machines à laver. Je te dis, l'idéologie, elle s'est installée au 19e siècle, dans cette idée de dénigrer ceux qui avaient les mains dedans et de valoriser ceux qui n'avaient plus besoin de les mettre. Dû à quoi? Est-ce qu'il y a eu un... rapport social. Le bourgeois avait besoin de se valoriser, lui qui ne travaillait pas.
qui fait travailler les autres. Donc il avait besoin de montrer qu'il était supérieur. Vous voyez la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins là. En fait, c'est un truc assez atroce quand on y réfléchit 2 minutes. Ça voudrait dire que finalement, le travailleur, lui, il n'est limité qu'aux besoins primaires. Ce qui est assez atroce de dire ça. Et puis qu'une fois que tu es délivré du travail, alors tu peux être sur des choses très valorisées comme la culture, l'art, etc. Et en fait, voilà, c'est reconnaître que les classes populaires n'ont pas de culture, par exemple. Alors, évidemment, c'est faux. Il y a une culture paysanne, une culture ouvrière, etc. Donc c'est un truc de hiérarchie sociale, la pyramide de Maslow. Et donc, ça vient de loin. Ça pour te dire que la dénigration du monde paysan, comme du monde ouvrier d'ailleurs, elle vient d'assez loin. Et en fait, cette culture-là de délivrance de ce passé, elle remonte d'assez loin. Elle a eu des phases d'accélération, donc la révolution industrielle qui part du XVIIIe siècle, les premières moissonneuses-batteuses, etc. Je ne sais pas si tu sais, mais les premières luttes contre la machine, elles sont agricoles. Ce sont des moissonneuses-batteuses qui ont été détruites. Et puis après, très vite, qui étaient à la vapeur. Moi, je pensais que c'était les faux. Parce que les faux déjà remplaçaient... Il y avait les faux et les moissonneuses, qui étaient à vapeur. Et puis après, ce qui est plus connu, c'est les métiers affilés. Et ça a été ce qu'on appelle le mouvement luddite et les briseurs de machines. Et les premiers briseurs de machines, c'était des artisans extrêmement qualifiés. Quelle année? Quelle époque? 18e, milieu 18e. Et jusqu'à début 19e. Et en Angleterre, puis en France, à Lyon notamment. Et en fait, les artisans, quand ils ont vu arriver les premières machines, plutôt que se dire, ils n'ont pas cru du tout à l'argument qu'ils allaient gagner du temps libre, parce que c'était déjà l'argument, on retrouve dans les textes, vous allez passer plus de temps avec votre famille, ils ont dit non, il y a une arnaque, on va se passer de nous. Et en fait, on se passait de leur savoir-faire pour le rendre automatisé, interchangeable, etc. Et donc le savoir-faire, donc le pouvoir, parce que dans du savoir, il y a du pouvoir, ils ont tout de suite vu l'arnaque, et le premier réflexe, ça a été de briser les machines. L'après-guerre a vécu un moment spécifique, qui est en fait le moment où va se bâtir le complexe agro-industriel, et donc c'est ce qu'on va appeler la période de mécanisation. Même si le tracteur, ça date d'avant, tout date d'avant, l'après-guerre, c'est le moment où les pouvoirs publics vont décider qu'il y a 9 paysans sur 10 qui sont en trop. 9 paysans sur 10? Oui, les textes, ils disent qu'il y a 90% de la population paysanne qui est en trop. On devrait pouvoir faire tourner le modèle de production agricole avec uniquement 10% de la population. Par contre, avec un surcroît de machines et un surcroît de chimie. Voilà, c'est ça qui s'est passé à l'après-guerre. On a encore moins que ce que tu m'annonces là. Tu disais combien il en reste? 300, 400 000? Ah bah oui, sur 10 millions? Ouais. On est encore moins là. Oui, on est encore moins. Donc ils ont réussi à faire disparaître 90% des travailleurs et des travailleuses de la Terre. Ils sont forts quand même. Et donc c'est ça qui est arrivé à ce moment-là, et pour la mettre dans les mains d'une industrie. Et nous, on fait le chemin inverse, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaye de reconquérir du pouvoir dessus, c'est ça la démarche d'autonomie. Là, on est au mois de juillet, on ne l'a pas dit, du coup le local est vide, parce que les paysans et les paysannes, ils sont dans les champs. Voilà. Mais sur les périodes plus hivernales, ici, c'est tout le temps rempli. Donc là, on est au repos. C'est le moment où nous, on va entretenir nos bécanes. Et donc, tu vois, des perceuses à colonnes, des trucs comme ça. Là, on voit bien qu'il y a du matos pour une douzaine de stagiaires qui sont posés. Là, tu vois, ça, c'est un objet important de l'atelier paysan. Ce sont nos super et ergonomiques tableaux où dessus, on va coller les plans, les bidouiller, les remodifier, etc. Donc ça, c'est vraiment nos supports de formation. Il n'y a pas d'informatique. Voilà, c'est mis là. Et on les a sous les yeux, ça permet un travail collectif, c'est pas chacun devant sa feuille. Et puis, on apprend aussi à lire un plan. Parce que ça fait partie de ça aussi, la question ergonomique. Et en fait, ça illustre la réponse que je voulais donner à ta question, c'est-à-dire, est-ce que la machine et l'autoconstruction, c'est un support, un prétexte, ou est-ce que c'est le nœud de l'affaire? Eh bien, les deux, mon commandant. Parce que, évidemment, ce n'est pas qu'un prétexte. Ce qui se fabrique ici va aller dans les champs, dans des vraies fermes, avec des vrais gens qui engagent leur vie dans une démarche économique et aussi de vie. Et donc, ils vont poser leurs fesses sur ces machines-là et il va falloir qu'elles fonctionnent. Du coup, ils ne sont pas là pour... C'est pas un Fab Lab. Il faut le nourrir. C'est pas un Fab Lab dans le sens où on expérimente des trucs parce qu'on a le plaisir de l'avoir fait. Là, pour le coup, on sort un objet concret absolument indispensable pour bosser, quoi. Donc, c'est des outils de travail qui sont fabriqués ici dans des vraies économies. Ce pas des gens qui font un potager, quoi. Ils s'engagent sur des fermes. Donc, et c'est très bien le potager, hein. Mais il faut aussi des gens qui produisent de la nourriture pour d'autres. Et donc, c'est certainement pas un prétexte de ce point de vue-là.
Voilà. En revanche, c'est un sacré support de réflexion, la question de la technologie, parce que ça nous met à un endroit là, hyper charnière, compliqué à réfléchir, ce rapport qu'on a tous à la technologie, un rapport tous ambigu. Tu vois, toi, tu fais pas mal de vidéos sur la capacité, sur le low-tech, sur la capacité à faire de nous-mêmes avec nos mains. Alors Et que j'ai puis une dans les caméra mains, tu as qui un vient de objet Chine. ultra technologique. On en parlait à midi. Ouais. Et en fait, ça, c'est la vraie vie. Parce que toi, tu es dans ta vraie vie de reporter, On a comme nos nous, on est dans contraintes. notre vraie vie de paysan, et du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sinon, on ne ferait pas. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas raconter de blagues, de faire croire qu'on fait sans. On est dans la vraie vie, et peut-être tous ensemble, on peut se diriger vers un monde où il y aura moins de... Voilà. Mais c'est comme de faire la leçon à une personne qui utilise sa bagnole, ça n'a pas de sens. Voilà. Si tu ne vois pas le monde de la bagnole qu'il y a autour de toi et comment toute la société est organisée autour de la bagnole, bah, c'est pareil pour l'électricité et le pétrole, en général. Donc nous, bah, on va vers du décarboné, on va vers la prise en compte qu'il y aura moins d'eau, on va vers le fait que si ça peut ne pas sortir d'immenses usines tout le temps, c'est cool, mais tout ce que tu peux faire chez toi, tu peux le faire, mais ce n'est pas une position dogmatique, quoi. C'est une position très très concrète et pragmatique. Et par contre, quel support de discussion, quel support pour justement prendre de la distance de ta ferme, parce que, comme je le dis souvent, ta ferme n'est pas dans le monde d'après. Ta ferme préfigurerait ce que pourrait être un monde d'après et un autre rapport au travail, un autre rapport à la vie. Voilà, tu n'as pas des horaires et un patron, tu es au rythme de la nature, tu ne vis pas les mêmes nuits en plein été qu'en plein hiver, etc. Donc c'est toutes des choses qui nous reconnectent au sensible et au vivant. Donc ça, c'est le monde d'après, dans le sens où il faut qu'on sorte de notre monde artificiel pour revenir dans ce monde-là, ou venir, hein, ça fait quand même longtemps qu'on n'y était plus. Et en même temps, ce monde de la ferme, il est complètement dans le monde socio-économique d'aujourd'hui, avec des êtres humains qui sont dans le monde d'aujourd'hui, et face aux contraintes socio-économiques d'aujourd'hui. Et donc, de travailler la technologie et la machine, ça permet d'interroger. En fait, c'est un endroit très pertinent pour interroger l'ensemble, finalement, de ce qui se passe socio-économiquement autour de nous. Et de la même façon dont la perceuse, elle est connectée au monde industriel, ta ferme, elle est connectée au monde industriel parce que quoi que tu fasses sur ta ferme, en fait, ton alimentation, elle ne va pas être dirigée pour tout le monde. Tu auras besoin toi-même de ta ferme d'autres choses. Tes clients, ils vont venir d'autres mondes, etc. Et donc, heureusement qu'on n'est pas hors du monde quand on est sur une ferme et qu'on est bien les deux pieds dedans, parce qu'on perd. Sinon, il n'y aurait pas de transformation possible. Et donc là, on peut s'engager à transformer le monde à plein parce qu'on a pleinement conscience qu'on a les deux pieds dedans. Dis-moi, j'en profite de la petite pause parce que d'où... Alors déjà, c'est quoi ta formation de base? Je ne te l'ai pas posé au début. Et d'où vient ton engagement? Ton engagement, il est plutôt parce que tu étais effrayé, il faut trouver quelque chose, politique, peut-être de ton expérience personnelle. Tu peux un peu c'est vrai que tu t'es pas présenté énormément parce que tu as beaucoup de savoir en histoire, au moins en histoire de l'agriculture. Ce que tu me dis, j'apprends beaucoup de choses. Tu peux te présenter? Après 53 minutes. Je peux dire un mot sur moi, mais c'est tellement pas important que je n'avais pas prévu de le raconter. Mais c'est un combat, enfin, j'aime pas ce mot, mais je veux dire, c'est un engagement. Eh bien, travailler à l'atelier paysan, c'est en soi un engagement. On est tous mes collègues, on fait pas ça comme on irait dans n'importe quel travail. Et on donne tous beaucoup plus que ce qu'on devrait donner dans un engagement raisonnable, dans un travail normal. Et on le fait avec cœur parce qu'on est en lien avec des gens qui mettent aussi leur tripes. Et du coup on leur doit ça. On leur doit à nos paysans, bien sûr, nos paysans et nos paysannes, ça. Et vu que nous sommes en contact avec la réalité agricole et alimentaire, cette réalité agricole et alimentaire est révoltante. L'état de l'agro-industrie, dans l'endroit où il nous a amenés, c'est une catastrophe. C'est un échec total environnemental. Et du coup, on est bien placé pour voir à quel point il faut absolument faire quelque chose. Tu as fait un stage à l'intérieur un peu pour savoir? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai fait un stage ici, ouais. Non, je parle à l'intérieur de l'agro-industrie. Ah non, j'ai pas fait ça, moi. Mais en gros, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à parler de moi, parce que moi, j'apporte assez peu de ce que j'étais avant à l'atelier paysan. Moi, je viens de l'éducation populaire, donc pas du tout du monde agricole, pas du tout. Je suis pas ingénieur agronome, je suis pas ingénieur du métal, et moi, même familialement, faut remonter très loin avant de trouver un paysan dans la famille. Moi, je suis depuis le monde urbain, et je travaillais avec des éducs de rue,
des centres sociaux, des MJC, etc. Et du coup, j'ai un côté rapport aux classes populaires qui m'est cher. Et donc pour moi, le monde paysan, c'est les classes populaires du milieu rural, qui est lui-même traversé il y a la bourgeoisie du milieu agricole, il y a une sorte de lutte des classes dans les champs qui s'opère. Du coup, ça me parle. Et moi, j'ai une toute petite formation en sciences sociales, et du coup en histoire, en économie, en sociologie. Et donc, c'est extrêmement utile d'avoir des gens qui ont un peu cette formation dans ce genre de structure, en complément des autres compétences qu'il y a ici. Et voilà. Et après, à titre personnel, moi, je resterai tout le temps un militant, parce que je ne sais pas d'où ça vient, aussi de ma construction à moi personnelle, mais je pourrais avoir une vie beaucoup plus reposante si je ne me préoccupais pas de ce qui se passe autour de moi, et juste, je ne peux pas. Et tu ferais quoi si tu faisais pas ça? Je ne serais pas moi. Ah, c'est beau. Ah, bien. Et donc là, on voit que l'outil qui travaille, il y a à la fois des dents devant qui ouvrent un sillon. Il y a des roues de jauge qui permettent que tu sois que en surface. Ça vient poser l'outil vraiment sur la planche. Okay. Et à l'arrière, ce qui fait vraiment le travail, c'est des étoiles de boudibinage qui viennent prendre de part et d'autre du rang de poireau pour travailler la terre et enlever les mottes. Donc c'est des étoiles en caoutchouc. Et donc la Stibine, en fait, je l'ai auto-construite en 2020, l'année du Covid. J'ai fait tout, en fait, j'ai profité du Covid pour faire toutes les découpes à l'atelier paysan. Et après, la Stibine, je suis venu l'assembler chez moi en autonomie. Donc ça m'a pris quand même un certain temps. Je faisais ça la petite semaine. Un jour, je passais 2 heures dessus, un autre jour, je passais 4 heures, le lendemain, 1 heure. Et pour assembler toutes ces pièces, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup de petits assemblages. Et bon, au final, je pense qu'elle était fonctionnelle en fin de saison, genre en septembre. Donc, je m'en suis vraiment servi en 2021. Parce que pendant la saison, après, j'ai un peu du travail et je ne peux pas passer tout mon temps à faire des bricolages. Il faut que je m'occupe un peu de mes légumes. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est que de la tôle assez fine. Et donc, à souder, la tôle fine, c'est un peu compliqué. Parce que je soude à l'arc. Et quand on soude à l'arc, on va vite percer la tôle. Enfin, tous les profilés. Quand je dis la tôle, c'est les tubes carrés, les tubes rectangles, les fers plats. Et donc, c'est un certain apprentissage. Mais bon, après, ça se fait bien. On prend le coup. Et il y a beaucoup de tout petits assemblages. Et donc, faut être assez précis parce qu'il faut que tout soit bien. Faut qu'on ait que ça soit bien orthogonal, bien perpendiculaire, à l'équerre. Et donc voilà, ça demande un petit peu de précision. Et ça prend beaucoup de temps. Ce qui est long, c'est pas tant la soudure en elle-même, c'est préparer le montage. Mais bon, ça se fait. Et puis finalement, j'ai réussi. Après, j'ai un copain qui est assez, qui fait pas de la soudure, mais qui est assez doué pour voir tout ce qui est tout en 3D. Il est dessinateur industriel, alors lui ça lui parle quand il voit des schémas, et c'est vrai que c'était quand même assez appréciable, mais c'était des petits coups de main comme ça de temps en temps, mais c'était quand même appréciable. Et alors après, moi je m'en sers essentiellement pour biner toutes mes cultures en 2 rangs, comme les poireaux ici, ou les choux un petit peu plus tard, là, qui pour l'instant sont sous filet, mais aussi les maïs, je fais du maïs doux. Les haricots, les fenouils, les choux raves, le maximum de cultures en 2 rangs. Et donc ça fonctionne avec 4 batteries de 12 volts. Alors c'est pas des batteries de démarrage de voiture, c'est des batteries, ce qu'on appelle des batteries de semi-traction. Donc on peut les décharger un peu plus que des batteries classiques de voiture. Okay. Et elles sont rechargées par 2 panneaux solaires. Donc ça fonctionne en 48 volts. Et on a un moteur de moto électrique qui est relié à une boîte de vitesse de motoculteur. Donc là on a des différents rapports, une marche arrière et 5 marches avant, qui nous permet un petit peu de choisir la vitesse de travail. Quand je me déplace, je suis dans le rapport le plus élevé, qui me permet d'aller au bout du champ assez rapidement. Ça va me prendre 5 minutes pour aller au bout du champ, mais ça en gros en vitesse de croisière, le plus grand rapport, je vais aller aussi vite que quelqu'un qui marche.
Et après, en binage, là j'ai besoin d'un petit peu plus de puissance et pas forcément d'aller vite parce qu'il faut être précis. Donc je dois être en 3e alors qu'il est à 5 vitesses. Donc j'ai pas trop d'idée de la vitesse de binage, je pense que ça doit être entre 2 et 3 km/h à peu près. Alors là, comme il y a eu beaucoup de modifications depuis le début, à chaque fois c'est un peu le principe des outils avec l'atelier paysan, c'est qu'il y a une première version et après on améliore et si chacun améliore, donne ses améliorations, on arrive à un outil qui est très fonctionnel à la fin. Donc il y a eu quand même quelques modifications depuis le début, mais j'ai un petit peu de mal à estimer le coût, je dirais dans les 5 000 € à peu près, sans compter le temps de travail. Un outil tracté derrière un tracteur que je vais utiliser pour moi, qui a une petite dimension, parce que je travaille en 1,20 m, je pense que le prix de base c'est à peu près 5 000 €. Ça dépend du type d'outil bien sûr. Mais ça c'est les outils pas bien... Un broyeur ça va coûter un peu plus de 3 000 € dans cette largeur-là. Mais après des outils de type Cultirato ou un semoir pneumatique dans la même dimension, c'est tout de suite dans les 10 000 €. Et un outil comme ça, je ne sais pas, mais ça coûte très 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 cher si on achète un outil comme ça spécialisé, qui va faire un peu la même chose, c'est-à-dire un châssis autoporté avec un moteur électrique qui permet soit de biner, moi là je m'en sers en binage, mais je peux aussi mettre des couchettes pour le transformer en lit de travail, pour par exemple semer, biner, désherber des carottes ou semer des choux, planter des choux ou alors récolter des haricots. Globalement, là, tous les outils qui sont un peu rouillés, c'est les outils que j'ai fabriqués, que j'ai auto-construits avec l'atelier paysan. Donc dans l'ordre, là on peut voir le triptyque du travail du sol de l'atelier paysan. Donc il y a le roule-émiettes, ici qui est un outil de préparation de lit de semences. Donc avec un premier train d'étoiles de travail du sol qui sont montées sur des dents de vibroculteur. Donc c'est un outil qu'on passe assez vite, qui tourne et qui va émietter le sol en surface. Donc il va faire un lit de semences, de la terre plutôt fine, avec des rouleaux derrière pour rappuyer, pour finir d'émietter. Et celui-ci c'est un rouleau hélicoïdal et après un rouleau cage pour finir d'émietter. Okay. Et des flecteurs pour maintenir la planche en place, pour former la planche. Dans l'ordre du travail du sol, tu commences par la buteuse? Je vais commencer plutôt par la buteuse qui est là-bas. On peut aller la voir. Donc c'est ça la buteuse. La buteuse c'est un outil quand même qui est assez gros, donc lourd, et avec 3 paires de disques qui permettent de prendre la terre et de la remonter, de former une butte, enfouir toute la matière organique, une fin de culture ou alors un engrais vert. Avec une petite option, on peut mettre le butoir ou non devant, suivant s'il y a beaucoup de déchets ou pas. Ça fait comme ça prépare le sillon et après ça... En fait là ça va ouvrir la butte au milieu et les disques après vont reprendre la terre et reformer la butte derrière. Donc ça je vais plutôt l'utiliser quand la planche est déjà assez propre. S'il y a trop de déchets de culture ou d'engrais verts, ça va avoir tendance à bourrer. Donc ça c'est après je le mets, je l'enlève, c'est selon. Et ça te fait une butte comme ça. Schématiquement, ça va être ça. Ok, et pour passer de ça à ça, alors là, ça a été planté, donc j'ai repassé le cultibut. Le cultibut, c'est celui-ci en fait. Il permet de reprendre une butte et il y a des dents de cultivateur. Donc c'est des dents qui sont assez grosses, c'est une section carrée de 2 sur 2. Donc des dents assez rigides qui vont permettre de décompacter en profondeur. Okay. Et de chaque côté, on a 2 disques qui vont juste maintenir la terre, empêcher la terre qui tombe dans l'allée, la remettre sur la butte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces disques ne travaillent pas le sol en fait, c'est juste des disques pour contenir la terre. On le voit ici parce qu'ils sont sur un châssis indépendant des dents. Là, il y a le châssis qui porte les dents. Et là, c'est articulé dessus. Donc là, avec un peu de chance, ça ne marche pas, évidemment. Mais si, là, il est libre, parce qu'en fait, le disque, il repose sur... c'est le patin qui va glisser sur le passage de roue. D'accord. Et juste ça ne va pas travailler l'allée, ça va juste remonter la terre sur la planche. Okay. Et après, derrière, on a un module avec des rouleaux.
Donc ça c'est amovible, il y a un triangle d'attelage encore ici qui permet de changer le rouleau suivant ce qu'on veut faire. Donc moi j'aime bien ce rouleau fakir, avec les petites pointes, qui permet de casser les mottes et derrière on a toujours un rouleau cache pour émietter. Donc là ça donne une planche qui est, quand on reprend une butte, ça fait une planche qui est quand même bien surélevée. Et après pour finir de la préparation du sol, ici on a le roule-émiette. Donc le roule-émiette c'est pour préparer plutôt le lit de semences. Donc c'est un outil qu'on va passer assez vite avec des dents qui sont déjà beaucoup plus fines. C'est les dents de vibroculteur, mais qui ont été un petit peu modifiées avec des étoiles de travail du sol. Donc elles sont légèrement orientées par rapport au sens de l'avancement, ce qui va permettre d'émietter juste en surface. Donc il y a un premier train qui est orienté dans un sens et le deuxième dans l'autre sens. Il n'y a rien de profond dans tout ce qu'on voit. Alors le cultivateur, le cultibute avec ses dents de cultivateur va travailler un petit peu en profondeur, mais là on a des roues de jauge qui permettent de régler la profondeur de travail. Donc moi en gros je suis à peu près à 10 cm sous le niveau des allées. Donc c'est pas une grosse profondeur de travail. Le triangle d'attelage, c'est un moyen d'atteler des outils qui est très ergonomique et d'une simplicité enfantine. En fait, il faut 30 secondes pour atteler et dételer un outil. Sans danger. Sans danger, parce que en fait, là, il faut imaginer que derrière mon tracteur, j'ai un triangle mâle qui va venir s'enquiller dans le triangle femelle. Et donc, il y a juste à reculer avec le triangle en dessous, remonter avec le relevage et hop, on a fini, on s'est attelé. Et après pour dételer, on pose l'outil, on a une petite manette parce que derrière il y a une sécurité pour ne pas perdre l'outil en route. Et on descend le relevage et ça se décroche et on repart. Donc il faut, le plus long c'est de faire la manœuvre pour le poser au bon endroit. Mais sinon ça prend vraiment 2 secondes et le gros avantage c'est qu'on ne se retrouve jamais entre le tracteur et l'outil pendant qu'on est en train d'atteler ou d'ételer. Donc il n'y a pas de risque de basculement d'un outil ou le tracteur recule parce qu'on a oublié de mettre le frein à main ou quoi que ce soit. C'est top. Tu disais Hugo, c'est une cause de mortalité chez les agriculteurs assez importante. Ouais, notamment en élevage sur les gros outils, c'est les causes de grosses blessures, voire de décès. C'est la deuxième cause de mortalité sur les fermes. Les accidents d'engins comme ça, et de se faire coincer entre l'attelage et le tracteur. Et en plus, tu as moins à forcer, parce que souvent, si tu es sur un sol pas très plat, ou tu as un petit peu un dévers, des fois tu forces un peu, alors que là le triangle, il te permet de rattraper la différence de sol, quoi. On peut venir un petit peu de biais, l'outil s'il n'est pas bien calé, il est un peu en travers comme ça rentre quand même, tu peux atteler quand même ton outil sans problème. Et sur le temps de travail, il y en a, ils sont amusés à faire le calcul, ça se compte en jours. Sur une année. Ouais. De gagner. De gagner. Ouais. Et en plus, ça permet à plus de gens, alors, sur des fermes collectives où il y a plein de gens qui sont potentiellement utilisés les outils, et c'est plus facile à apprendre. Et un débutant, il va y arriver beaucoup plus rapidement. Que le conventionnel ? Sur des fermes où il n'y a pas de triangle d'attelage, en fait, la conduite du tracteur, elle va se spécialiser sur 1 ou 2 personnes. Alors que là, tout le monde va pouvoir l'utiliser parce que c'est beaucoup plus simple, quoi. À condition d'avoir une marche arrière sur son engin. Ça, le tracteur, il a une marche arrière. Et on peut voir le tracteur d'Anthony, du coup, c'est un petit tracteur, quoi, qui est fait pour passer sous les serres aussi. Non, après on peut voir qu'il y a d'autres outils qui servent. Là c'est l'essentiel de la culture sur planche avec ces 3-là. C'est les outils de travail du sol. Après il y en a d'autres. Celui-ci c'est la barre porte-outils. C'est le couteau suisse des outils. C'est une barre à trous sur laquelle on peut installer différents éléments. Alors par exemple là je m'en suis servi, j'ai juste mis 2 disques. C'était pour buter des cultures mais juste par l'extérieur. Après je peux rajouter un butoir central et ici et on imagine que je peux buter mes cultures en 2 rangs comme les pommes de terre ou des choux ou les poireaux mais plus tard en fin de saison. Ouais, tu choisis l'espacement et tout en plus. Voilà, tu règles, t'écartes un petit peu les disques suivant l'état d'avancement de la culture. Quand elle est bien avancée, par exemple les choux, tu vas bien plus écarter tes disques pour pouvoir prendre la terre un peu plus loin. C'est tout modulable.
Et il y a différents éléments. Et juste à côté, bon là, elle est un petit peu dans l'herbe parce que je m'en sers plutôt à l'automne. C'est une lame souleveuse pour soulever les carottes, par exemple. Et donc ça montre la polyvalence. L'approche paysanne, elle cherche la polyvalence. On l'a vu tout à l'heure avec la ch'tibine, qui pouvait avoir plusieurs usages. Bon, bah là, c'est le couteau suisse. Alors qu'une approche industrielle, elle aurait tendance à standardiser l'usage. Ah bah oui, pour que tu achètes plusieurs machines. Ouais, et puis c'est comme ça que sont faits, de toute façon, en maraîchage diversifié. Parce que là, ici, je ne sais pas combien tu as de variétés. Je dirais une soixantaine. Voilà, tu es sur une soixantaine de produits. Donc, tu n'as pas 120 fois la même planche, quoi. Du coup, bah, potentiellement, tu vas faire plein de petites interventions différentes dans ta journée. Du coup, là prend l'intérêt du triangle d'attelage, etc. Voilà. Si tu es sur un système de culture où tu fais que de l'oignon sur 30 hectares, bah, tu vas utiliser moins d'outils différents. Du coup, ouais, ça peut m'arriver d'utiliser 10 outils différents dans la journée, donc ça fait 10 fois clé, autant d'aller-retour, quoi. La manutention, voilà. Etc. Et alors si en plus tu as des outils polyvalents, bon, bah, ça t'évite d'avoir aussi un parc avec 50 outils. Et ça va être vrai sur les semoirs, par exemple, ça va être vrai sur voilà, une industrie, tu vas acheter un semoir, je sais pas, à carottes. Un semoir pneumatique. Que pour faire des carottes, quoi. Alors après, ils sont quand même, les semoirs, ils vont être, tu peux utiliser plusieurs types de graines, mais ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte très cher. Et là, ça te permet d'avoir des couteaux suisses qui te servent aussi moins souvent des fois, mais c'est un peu la trousse de secours du maraîcher, quoi. Voilà, quand il s'agit d'intervenir sur des trucs un peu spécifiques. Ce serait presque le premier outil à avoir si on veut se lancer. Ouais. Il y en a même, ils en font 2. Comme ça, très souvent, on en voit 2 sur les fermes. Comme ça, ils n'ont pas besoin de changer trop les Parce que là, il éléments. faut quand même... tu ne le changes pas toutes les 5 minutes, ce truc-là. Donc, quand ils ont un usage plus quotidien de la barre porte-outils, bah, ils le laissent presque en fixe. Puis après, ils en ont un autre qui se sert en couteau suisse, comme ça, quoi. Mais ça, voilà, chacun a ses façons d'intervenir, quoi. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter ce que vous faites au sein de l'atelier paysan? Alors, je m'appelle Audrey et je suis co-responsable de l'activité formation. Voilà, donc je m'occupe de planifier la saison de formation et gérer un peu toute l'organisation on va dire plutôt administrative et financière de l'activité. Okay. On est 2 un peu sur tout ça. J'ai une collègue qui s'occupe plus de la partie pédagogie et qui anime un peu l'équipe de formateurs et formatrices. Et toi alors, c'est quoi plutôt ta... Moi, je m'occupe plus de la partie planification et lien avec tous les partenaires extérieurs pour planifier des formations, parce qu'on a 3 antennes fixes, donc ici, en Bretagne et dans le sud. Mais on peut aussi faire des formations partout en France, puisqu'on a des camions ateliers mobiles. Et du coup, on n'a pas forcément des collègues partout en France, mais on a des relais territoriaux, donc des structures de développement agricole avec qui on travaille, qui nous font remonter les besoins. Et après, on planifie avec eux les projets de formation. Moi, je m'appelle Joséphine, je suis formatrice au travail du métal. Donc, j'anime les formations à l'autoconstruction d'outils en métal et animatrice de la R&D. Donc, je suis responsable de certains des outils qu'on développe à l'atelier paysan et qu'on diffuse. Et je m'occupe de centraliser les retours, de faire les modifications sur les outils et de les faire évoluer. Moi, j'ai une petite question. Comment vous avez entendu parler chacune de l'atelier paysan ? Alors, je crois que moi, la toute première fois, c'était via le réseau des anciens de mon école d'ingé agro. Tu peux les citer, hein. Enfin, tu peux citer l'école, comme ça on les salue en même temps. Alors, ça a changé de nom. Ah mince, AgroParisTech. Ah, okay. Mais en fait, je ne sais même pas de qui venait. Enfin, c'était un mail. En fait, voilà, je fais partie du réseau des anciens agro et il y a un mail qui a été diffusé dans le réseau quand il y a eu une offre d'emploi. Voilà. J'ai postulé à une première et j'ai attendu une année de plus pour trouver le poste qui me correspondait le mieux. Et toi, Joséphine, comment t'as... Moi, j'étais dans un parcours de désertion de l'ingénierie classique, on va dire. Okay. Je me suis rapprochée de l'alimentation et des fermes et j'ai été naturellement amenée à parler à découvrir l'atelier paysan parce que c'était dans cet environnement-là que je me trouvais. Tu dis tu fais de la R&D, recherche et développement. Ça doit être totalement différent par rapport... T'as déjà vu, parce que tu parlais de désertion, mais t'as déjà fait, t'as une expérience en entreprise industrielle
Oui, j'ai une expérience, plusieurs expériences, notamment dans l'aéronautique, où ça n'a effectivement rien à voir. C'est des échelles de temps de 20 ans, alors que là, en une année, on a sorti un prototype, quoi, ou en quelques mois. Donc évidemment, ça n'a rien à voir dans les échelles de temps. Et également dans la manière, c'est-à-dire que ce n'est pas des ingénieurs dans des bureaux qui vont développer des outils en dehors de tout lien avec le terrain. C'est vraiment des paysannes, des paysans qui Font le retour. c'est ça, qui font le retour, qui font le prototype en fait. Et nous, on va les accompagner en amenant du matériel, par exemple, ou en solutionnant quelques choses techniques, par exemple, s'ils n'ont pas d'expérience sur ces points-là. Mais souvent, ils sont à même de faire ça. Et nous, on va, par exemple, faire la mise en plan des outils qui ont été faits par des gens qui sont sur le terrain. Et Audrey, c'est une question à la base que je voulais poser à Hugo, mais franchement, ça tombe super bien. Les personnes qui arrivent en formation, il y a un type, ils doivent appartenir à une confédération, à la FNSEA ou quelque chose de raccordé, ils doivent être débutants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil type? Et surtout, c'est sur quoi? Sur candidature? Parce que quand même, les places doivent être chères. Pas, je parle pas en argent, hein, vu que vous avez entre 500 et 800 comment on pourrait dire, personnes en apprentissage. Tu peux développer un peu là-dessus? Ouais, déjà, il faut savoir qu'on a deux grands types de formations. On a les formations courtes qui durent entre 1 et 8 jours, qui sont plutôt destinées aux personnes qui sont déjà installées et du coup qui ont peu de disponibilité sur l'année. Et on a une formation qu'on a appelée formation longue qui dure 2 mois et qui, celle-là, est destinée aux personnes en projet d'installation. Et donc pour celle-là, effectivement, il y a un nombre de places limité et du coup, il y a une sélection. Et du coup, la sélection, elle va se faire sur des personnes qui sont au plus proche de leur projet d'installation et qui ont déjà du coup une idée de quels outils ils vont avoir besoin en fonction du type d'installation, du type d'agriculture qu'ils veulent mener. Et voilà, donc la sélection, elle se fait un petit peu là-dessus. Et sachant que les outils qui sont proposés et que les stagiaires pourront faire en formation, c'est des outils destinés à l'agriculture paysanne, on sélectionne aussi là-dessus, on vérifie que le projet soit bien en adéquation avec les valeurs que veulent prôner l'atelier paysan. Vous êtes raccordé à des centres d'aide à la formation comme Calliope, des choses comme ça? Oui, du coup, on est Calliope parce que pour obtenir les financements des fonds, des organismes, je ne sais plus comment ça s'appelle, de financement, de toute façon, c'est obligatoire maintenant pour tout organisme de formation qui veut bénéficier de financement par les fonds publics, quoi. Pour les formations longues là, qui durent 2 mois, on a des aides des régions et de Pôle emploi. Voilà. Et souvent, c'est des aides qui sont limitées dans le temps, donc qui durent 1 ou 2 ans. Et après, il faut trouver d'autres sources de financement. Et après, pour les formations courtes, c'est plutôt chaque participant ou participante qui va financer sa place, en gros, qui s'inscrit, qui paye sa place. Et en fonction du statut des personnes, elles ont des aides, parce qu'elles financent, elles cotisent auprès d'un organisme de financement de la formation professionnelle. Et du coup, se font financer par ce biais-là. Vu que tu es en R&D, est-ce que tu as conçu quelque chose de révolutionnaire ou tu as aidé des personnes? Enfin, je dis conçu. Est-ce que tu as réussi à apporter une réponse à une personne depuis 20 ans, je ne sais pas, qui bute sur quelque chose? Tu peux nous parler un peu de... Non? Peut-être que je n'ai pas la bonne conception de ce que tu fais en R&D. Tu accompagnes les personnes par rapport à leurs besoins, Oui. à concevoir. Enfin, tu conçois les plans. C'est pas exactement moi qui conçois. En fait, nos projets de R&D, ils sont très, très divers. Moi, j'ai été sur des projets où je faisais du suivi d'outils déjà existants et de l'amélioration d'outils déjà existants. Historiquement, quelques personnalités qui faisaient énormément de ce que tu dis là, de concevoir des outils de zéro pour des paysans. Et des gens qui étaient eux-mêmes paysans. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas dans les gens qui travaillent à l'atelier paysan. D'accord. Et quand on parlait de R&D, une des missions aussi de l'équipe de R&D, c'est de recueillir les retours des usagers pour pouvoir continuellement améliorer les outils et faire remonter ce qui fonctionne pas, etc. Et puis aussi, tous les nouveaux outils, ils sont diffusés sur notre site ou sur le forum.
Et voilà, et le principe de ça, c'est que tout le monde y ait accès et que tout le monde aussi y contribue. Et ben moi, ce qui me fait vibrer, c'est les formations. C'est la magie qui se passe lors de ces chantiers, parce que c'est des formations, mais aussi chantiers où on a entre 8 et 10 personnes. Parmi ces 8 ou 10 personnes, il y a des personnes qui ne savent pas du tout bricoler le métal. Il y en a qui sont aguerris et qui ont 20 ans d'expérience là-dedans. Et en fait, collectivement, on arrive à faire quelque chose de magique qui fait qu'à la fin de la semaine, on a fabriqué plein d'outils. 5 outils comme ci, 3 outils comme ça. Et c'est des formations qui sont fatigantes, mais c'est une aventure humaine vraiment incroyable. Fatigant pour les participants ou pour les formateurs? Fatigant pour tout le monde. Vraiment. Et en plus de fabriquer des outils, vous apprenez le savoir pour les réparer et tout. Et c'est ça aussi qui est sûrement tout aussi important. Ouais. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Merci. Alors là, du coup, on quitte l'endroit centre de formation et on va passer sur la deuxième partie de cette halle, qui est notre centre d'approvisionnement. Et donc, on a mis en place il y a 2 ans, en plus de tout le reste de nos activités, une ligne de production, à la fois de pièces détachées et à la fois d'outils et de machines en kit. Donc nous, on ne fabrique pas des machines finies, voilà, pour toutes les raisons que j'ai données avant, c'est-à-dire qu'elles sont singulières, adaptées par chaque paysan et paysanne, etc. Donc il ne faut pas du tout qu'elles soient uniques. En revanche, on peut faciliter le travail. Et pour des personnes qui savent souder, plutôt qu'elles doivent revenir en stage à chaque fois, faire des kilomètres, etc., eh ben, elles peuvent monter un petit atelier sur leur ferme et directement fabriquer. Et pour gagner du temps, on leur propose d'expédier les barres de métal découpées, percées, pour qu'elles aient plus qu'à souder, où je mets des gros guillemets parce que c'est des dizaines d'heures de soudure, mais qu'elles puissent faire ça. Et c'était un peu un pari qu'on a lancé il y a 2 ans, et il se trouve que ça rencontre une vraie demande, un vrai besoin, un vrai succès. Ça rend un grand service, et donc les paysans et les paysannes, plutôt qu'acheter à leur concessionnaire de la pièce détachée, eh ben, ils peuvent l'acheter chez nous, même un poste à souder, ils peuvent l'acheter chez nous. Voilà. Nous, ça permet d'avoir une activité commerciale qui vient financer le reste des activités extrêmement difficiles à financer. À quelle hauteur, niveau bénéfice Eh ben, on visait un tiers qu'on est en train d'atteindre, et on est en train de dépasser un tiers des recettes par cet autofinancement, là, par l'achat-revente de métal. Donc ça, même pour vous, c'est intéressant. C'est une super assise. Ouais. Et c'est une bonne affaire pour vos clients. Tout le monde s'y retrouve. Vos adhérents. C'est win-win. Win-win. Tu vois. Alors, ça va absolument pas avec tout ce que tu m'as... On dirait le jeune entrepreneur, là. Pour le coup, le métal reste en fait le même prix que si tu l'achetais au concessionnaire. Donc c'est kiff-kiff pour le paysan et la paysanne, qui préfèrent du coup que l'argent il aille à la coopérative et à l'ensemble des activités de la coopérative plutôt que dans les poches d'un patron qu'on ne connaît pas. Et nous, ça nous permet d'autofinancer une partie des choses. Et en plus, donc ça c'est vraiment pour la pièce détachée, mais pour le kit, c'est un service qui n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucune autre possibilité d'avoir en kit une machine agricole, ça existe qu'à l'atelier paysan. Et donc on ne savait pas trop si ça allait prendre, et en fait on trouve plein de gens qui savaient déjà souder, ou qui s'étaient formés à l'atelier paysan, et qui sont bien contents de pouvoir continuer à se faire de la petite, de la grosse machine comme ça en kit, et on peut aller voir comment ça marche. Ça c'est les dry cuts, donc c'est de la découpe métal à sec. Donc c'est l'équivalent d'une scie circulaire à bois, sauf que c'est pour le métal et c'est à sec. Ça, c'est typiquement de l'outillage qui coûte cher. Okay. Tu vois, autant un poste à souder, tu peux te le permettre sur ta ferme, c'est 200-300 €, un poste à souder. Là, c'est plusieurs milliers d'euros, une machine comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a des paysans et des paysannes qui, des fois, utilisent l'atelier pour utiliser notre outillage, alors qu'ils pourraient se débrouiller chez eux, mais ils ont du matos de moins bonne qualité. Et donc, moi, je dis souvent que l'outillage lui-même, c'est un levier de l'autonomie. On va revenir au thème de ta chaîne. Du coup, ça ferait 3 niveaux d'autonomie. C'est-à-dire que ça, en fait, avoir à disposition commune, partagée de l'outillage, ça rend autonome. Si tu n'as pas l'outillage, tu n'es pas autonome. Ou tu es franchement moins autonome, quoi. Après, il y a le fait d'avoir le savoir-faire qui fait fonctionner ça, c'est un savoir-faire autonomisant. Et puis après, il y a la machine que tu auras fabriquée à partir de ça qui va te permettre d'être dans une démarche agricole autonome. Donc c'est un peu les 3 grandes dimensions de l'autonomie par l'autonomie technique, quoi. Dis-moi, c'est quoi le statut des personnes? C'est des clients, des associés, des adhérents? Comment vous les appelez? Nous, on les appelle les usagers et les usagères.
Voilà, parce que pour nous, c'est en effet un client, dans le sens où c'est eux qui vont apporter une recette, qui vont acheter soit le service, soit carrément le produit, la matière première. Mais c'est beaucoup plus qu'un client, c'est des clients qui vont utiliser ce matériel-là. Et donc, c'est pour nous des usagers et usagères. Et donc, on compte sur eux et elles pour nous faire des remontées régulières des usages. Et de toute façon, je le rappelle, nous ne sommes pas un bureau d'études, donc ils ne pourraient pas nous commander une innovation. Et d'ailleurs, il y en a qui le font, qui individuellement s'adressent à nous en disant « vous n'aurez pas de concevoir telle solution ». Nous, on leur dit « non, ce n'est pas ça l'esprit de l'atelier paysan. L'esprit, c'est que ça soit les usagers et usagères qui innovent à la place des ingénieurs. Parce que c'est vous qui savez à quoi ça va être destiné, pourquoi il faut le faire et comment ça marche. Donc, il faut que le pouvoir reste dans vos mains pour qu'on ne recrée pas une nouvelle dépendance vis-à-vis de l'atelier paysan. Sinon, on deviendrait les nouveaux ingénieurs bio, quoi. Mais finalement, il y aurait l'autonomie, on serait passé à côté. Et donc, si on veut être conséquent sur ce truc-là d'autonomie, il s'agit de faire ça. Donc, le terme usager, il nous tient à cœur, politiquement. Sinon, ça ne serait que des clients. Et du coup, nous ne serions qu'un prestataire qui, finalement, on referait un lien de dépendance. Alors moi, je veux dire pourquoi ce terme me gêne, d'expérience. La seule fois de ma vie où j'ai entendu que j'étais un usager, c'était à la SNCF. Et on voit comment on est respecté. Ah ben parce que l'usager ne participe pas à la conduite de l'entreprise. Il participerait à la conduite de l'entreprise, il aurait une autre gueule, notre réseau ferré. À l'atelier paysan, on est une coopérative. Donc ceux et celles qui souhaitent s'investir encore plus, donc nous, on souhaite que les paysans et paysannes, tous et toutes, ils s'investissent dans la conception, dans la remontée des infos, dans le fait de collectivement observer, de se mettre en lien sur les territoires, etc. Et si tu veux t'investir et t'impliquer encore plus à l'atelier paysan, alors tu peux en être sociétaire. Ah, carrément. Ah, oui, donc nous, tout à l'heure, tu as dit on n'est pas une association, donc on n'a pas d'adhérents. Mais on a des copropriétaires qu'on appelle des sociétaires. Vous êtes combien en tout? On est 180 à être sociétaires. Et l'idée, c'est qu'il y ait des paysans et des paysannes, beaucoup dans ces sociétaires, pour du coup participer à la conduite de l'entreprise. Le patron est l'utilisateur final. Nos patrons, c'est les paysans et paysannes. Ah, c'est top. Écoute, en fait, c'est génial. On fait visite, histoire. Mais oui. Donc tout ça, c'est destiné à aller dans les camions, la flotte de camions. Là, tu vois, sont rangées les pièces détachées qui permettent de composer les kits. Donc ça va être des pièces détachées typiquement qu'on achète à des sous-traitants. D'accord. Par exemple, une roue de moto. Excellent. On ne fabrique pas une roue de moto. On va l'acheter. Il y a certaines pièces qu'on va acheter toutes faites. Voilà, mais c'est vraiment... C'est quoi? Excuse-moi, je l'ai pas c'est une dent. Une dent de vibroculteur. Voilà. Et puis, donc ça, c'est vraiment des pièces qu'on va acheter usinées directement. Donc, c'est certaines pièces précises qu'on pourrait faire à la main. Mais là, c'est vraiment, encore une fois, le curseur. Est-ce que tu vas passer 100 heures à faire ça ou est-ce que là, pour le coup, tu te dis, je vais l'acheter? C'est là où on est dans le pratique ou dans le pragmatique, c'est ça. Ou dans le dogmatique, à un moment donné. Bon, voilà. Et là, pareil, c'est un exemple de pièce, du coup, en découpe laser qui est faite avec notre artisan. Vous avez une découpeuse laser? Eh bien non, justement. On a fait le choix de ne pas être sur ces niveaux d'investissement et ces niveaux de technologie. Et donc, on préfère bosser. Et ça tombe bien. On a créé des vrais liens avec des artisans qui sont sociétaires de l'atelier paysan, des vrais partenaires. Pour nous, ça fait partie de la communauté paysanne de bosser avec des artisans qui vont se spécialiser à faire ça eux. Voilà. L'autonomie, c'est pas être spécialiste de tout soi-même. Encore une fois, c'est de choisir ses dépendances. Et tu peux être dépendant. Vaut mieux être dépendant avec l'artisan du coin avec qui tu as une relation sociale plutôt que de la multinationale qui va t'imposer ses prix tout le temps et que tu n'auras jamais un être humain en face de toi, quoi. Pour finir un peu la visite, donc là, encore une fois, on est hors saison. Hein, donc on est en train de ranger et de passer à autre chose, on est en juillet. Mais il faut imaginer qu'ici, il y a 1 à 3 personnes qui travaillent en même temps. Donc ce qu'on appelle une ligne de production. Il y a combien de personnes à temps plein ici qui sont là tout le temps? L'ensemble de la coopérative, c'est 26 équivalents temps plein. Ok. Ah oui. Sur le site, on doit être 18 à peu près. Et donc dans l'atelier, il y a toujours entre 2 et 6 personnes qui naviguent dans l'atelier. Okay. On a un chef d'atelier, on a une logisticienne, on a des gens qui viennent en renfort. Voilà. Et après, il y a les formatrices et formateurs en plus, quoi. Et donc là, ici, il y a du coup tout ce qui va être les boulons, les petites pièces et tout. Donc c'est un vrai travail d'entretenir toutes les petites fournitures. Oui, là on voit Arthur, du coup typiquement une activité hors saison, ça va être de remettre à jour
les trousses de secours. Alors, qu'est-ce que tu appelles une trousse de secours? Un soin, carrément. Ah oui, ok. C'est les trousses de soins qu'on emmène sur nos stages. Je l'ai dit, le travail du métal, c'est dangereux. Et donc, tous les formateurs et formatrices sont formés aux premiers soins. Et donc, on a des trousses de secours assez conséquentes, quoi, assez balèzes. Et donc, voilà, typiquement un travail de juillet qui est de les remettre au propre. Voilà, et ici, du coup, on reçoit les commandes. Les commandes reviennent jusqu'ici, et ici, on prépare les commandes et on les expédie sur les fermes. Bon, voilà, nous, ici, on reçoit le métal brut. Il est stocké. C'est pour ça qu'on a besoin de place. C'est pour mettre sur des grands racks pour éviter de galérer. Après, ici, c'est la fabrication des kits sur des machines qui sont plus grosses parce qu'elles n'ont pas besoin d'être transportées dans les camions. Du coup, on peut se permettre d'avoir du matériel plus grand et plus ergonomique. Et ensuite, c'est re-expédié dans les camions et ça repart. En bout de chaîne. Et donc, au départ, on n'avait pas tout ça. Donc, il n'y avait pas la chaîne d'approvisionnement. Mais même pour préparer le métal pour aller sur les camions, ça se faisait dans 2 pauvres garages de 20 mètres carrés, avec beaucoup moins de matériel, où tu passais ton temps à déplacer les choses. Et donc on a beaucoup gagné en confort de travail. Beaucoup, beaucoup. Et ça devient à peu près vivable. C'était rude avant. Voilà. Et le fait aussi d'avoir des centres de formation fixes et de ne pas être tout en itinérance, ça a permis de sédentariser une partie du catalogue de formation et ça rend le truc moins fatigant, quoi. Il n'y a pas les temps de trajet, sur place, tu sais que tu es moins stressé parce que tu as de l'outillage sur place, etc. etc. Je peux piquer un peu? Ouais. C'est quoi votre limite pour ne pas devenir trop industriel? Parce que là, je pensais que c'était plus à la one again, plus punk. Ouais, on est sur du semi-artisanal là. Ouais. Clairement. Il y a des limites, comment on les impose, comment on les règle, comment on les gère? Il y en a plein des limites, mais déjà la limite que je disais, c'était pas de fournir de machines finies. Ça serait une sacrée limite qu'on dépasserait. Et des fois, on n'en est pas loin, hein, du coup, voilà. Et après, il y a des niveaux, je pense, de dimensionnement et de rendement d'échelle. Voilà, pour l'instant, on ne travaille pas. L'économie de l'atelier paysan, c'est pas du rendement d'échelle. C'est vraiment la valeur ajoutée d'avoir un objet spécifique que tu ne trouves pas ailleurs qui fait la valeur de l'atelier paysan et de finalement le service ou le produit qui est rendu. Si à un moment donné on était dans une économie où on se dirait qu'il nous faudrait 10 fois ce dimensionnement-là pour commencer à gagner de la marge sur les machines, alors on serait dans une logique industrielle au sens strict, d'essayer de gagner du rendement d'échelle. Pour l'instant, on n'en y est pas. Là, on en est à se dire qu'on va ouvrir une deuxième ligne pour rentabiliser, si tu veux, le prix d'un certain nombre d'outils, quoi, ou même que ici, ça soit assez rempli. Nous, on perd des sous des jours comme ça où l'atelier n'est pas rempli. Dans un idéal, il y aurait tout le temps quelqu'un en train d'utiliser les machines, parce qu'une machine qui dort, c'est un truc qui pèse dans ton bilan comptable à la fin de l'année. Tu parles comme un patron, là. Je fais exprès de piquer, parce que... Mais on a des vrais euros à la fin pour payer des vrais salaires et puis des vraies factures. Des vrais humains et des familles à... Et donc voilà, si on veut justement que ça reste accessible aux paysans et paysannes, il faut un peu qu'on soit rigoureux sur notre modèle économique, parce qu'on travaille avec des paysans et des paysannes alternatifs qui ne peuvent pas financer... on ne peut pas reporter nos coûts tout le temps sur les paysans et paysannes. Là, on est déjà aux limites, parce que le prix du métal, il a beaucoup augmenté. Donc ça se répercute nécessairement sur, je sais pas, le four à pain, par exemple. Son prix a doublé en 2 ans. Voilà de la pièce qui va servir à faire du four à pain. Donc ça donne une idée du dimensionnement à la fin. C'est ce genre de diamètre. Et à l'intérieur, ça va être des sols en pierre qu'on peut voir là-bas. Pierre réfractaire, je présume. Ouais, réfractaire. C'est des sols tournantes à bois. D'accord. Et jusque-là, on peut vous aider, vous accompagner pour fabriquer ce genre de... C'est dingue. Il sert vachement le four à pain, notamment pour te lancer dans une activité pizza, four, etc. Tu peux le mettre en mobile sur une charrette. Et donc on a des copines qui ont monté une asso, par exemple la moissonneuse battante, qui fait des pizzas et des pains sur des foires comme ça, en le mettant sur une carriole. Voilà, tu vois, ça va être ce genre de dimensionnement. Ça, c'est un peu plus gros. Et puis en dessous, on voit qu'il y a de la pierre, des dalles, tu vois, sol qu'on va découper.
Hugo, on est sur un petit mot de la fin. Tu voulais parler tout à l'heure et tu t'as dit on va prendre le temps pour en parler d'un livre ou un manifeste, on peut dire même, que vous avez réalisé. Je voulais signaler ça, pour préciser que l'atelier paysan, ce n'est pas à destination que des paysans et des paysannes. En fait, on a investi le débat public pour parler de deux choses. Quelque chose dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est le projet du complexe agro-industriel qui vise en gros la disparition totale du monde paysan par la robotique et le numérique et la génétique. Donc en ce moment, des milliards d'euros sont investis, des milliards, je ne dis pas pour exagérer, des milliards d'euros sont investis à l'échelle française européenne pour viser une agriculture qui fonctionnerait avec moins de 100 000 personnes dans les champs, donc 4 fois moins qu'aujourd'hui, donc nécessairement une agriculture de firmes. Donc ça serait même plus des grosses fermes, ça serait des multinationales directement qui iraient à la production avec 3 axes qui sont réaffirmés régulièrement, robotique, numérique, génétique. Et donc il y a des fermes. Il y a des fermes expérimentales pour expérimenter une agriculture sans paysans et paysannes, avec un appareillage robotique et numérique. Et donc nous on pense que comme les OGM il y a 20 ans, il y a un enjeu à ce que l'ensemble de la population, et pas seulement les survivants de la population agricole, se préoccupe de ça, soit au courant de ce projet-là, et se positionne sur est-ce qu'on veut un pays sans paysans et paysannes, des campagnes totalement vides, face à ce finalement dernière étape de la modernisation agricole, la transhumanisation de l'agriculture. Et du coup, comme on a su refuser les OGM il y a 20 ans, il va falloir, nous c'est notre position, refuser ce monde délirant qui nous est promis. Et ça, on a besoin de tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent à l'alimentation et à l'agriculture qui produit cette alimentation. Donc on a investi le débat public, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas se contenter de faire notre geste alternatif là, d'intervenir dans le débat public. Donc on a écrit une œuvre totalement collective, qui est sortie au Seuil Anthropocène, qui est sortie en poche le mois dernier. On en a déjà écoulé 12 000, donc ce qui est beaucoup pour un livre qui parle d'écologie politique, d'agriculture, avec des inconnus comme nous. Et donc l'idée, c'est reprendre la terre aux machines, qui est une double métaphore. C'est au sens propre, reprendre à la machine industrielle, reprendre la terre, mais c'est une métaphore, c'est reprendre l'ensemble de nos vies, finalement, à la logique industrielle. Et la première chose, c'est le refus de cette agriculture numérique. Et la deuxième chose, c'est son miroir positif. Ce qu'on met en place de ce refus-là, c'est la démocratie alimentaire. Et donc, on apporte dans le débat public, on aimerait passer de ce que pour l'instant, on est dans une offre commerciale. Vous voyez, l'agriculture biologique est une offre commerciale. On propose une alimentation alternative dans un marché industriel, on aimerait que cette offre commerciale devienne un projet politique. Pour l'instant, c'est une offre commerciale qui n'est destinée qu'à un segment du marché, les plus privilégiés financièrement ou sociologiquement, qui peuvent accéder à une nourriture qui sera nécessairement plus chère. Et nous voulons un projet politique plus cher que l'industrie. Mais tu peux donner un ordre d'idée ? En fait, un ordre d'idée, ça va dépendre, mais c'est de 2 à 50 fois plus cher. Le coût de production pour sortir de l'alimentation. Donc il y a un légume, mais il faut penser à tout ce qu'on met dans l'alimentation, le sucre, le lait, les œufs, etc. Mais comment on fait quand on gagne le SMIC pour... on ne peut pas pour l'instant. Parce que ce qu'a fait le capitalisme en agriculture depuis 60 ans, c'est faire baisser par cette agriculture industrielle, chimique, etc. Le but du jeu de cette agriculture chimique industrielle, c'est de faire baisser le coût de production pour avoir une alimentation à très bas coût, pour que les gens puissent payer des loyers chers, puissent s'acheter autre chose, etc. C'était des politiques industrielles pour développer d'autres secteurs. Et donc, nous, notre revendication du milieu, pour généraliser une agroécologie paysanne, il faudra passer par une rehausse des prix. Mais cette rehausse des prix, elle n'est pas tenable si on ne l'accompagne pas d'une organisation démocratique pour prendre en charge cette hausse des prix. Si cette hausse des prix, elle s'applique juste à chacun de nos porte-monnaies, ça ne va pas marcher. Et les plus pauvres d'entre nous, qui sont déjà en galère pour accéder à la nourriture industrielle, n'accéderont à rien. Et donc si on veut à la fois généraliser une agroécologie qui est des millions de gens qui s'occupent de la terre dans des métiers vivables, avec du revenu et pour défendre le vivant et préserver le vivant face à l'effondrement climatique, et en même temps assurer une justice sociale du côté de l'alimentation, alors ça dépasse les fermes,
Ça, c'est au-delà de nos possibilités paysannes, ça concerne l'ensemble de la société. Il faut nous construire, non seulement nous conscientiser chacun, mais en plus nous bâtir des institutions démocratiques en capacité de sortir l'alimentation de la violence du marché, comme on a sorti la santé du marché, comme on a sorti l'éducation du marché, et ben, il va falloir sortir l'alimentation, parce que c'est aussi important que la santé et l'éducation, se bâtir des institutions démocratiques. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, on a essayé de déplier tout ça, on n'est pas du tout les seuls à en parler. Alors, n'hésite pas, je te disais qu'on n'avait pas beaucoup de temps, n'hésite pas parce que c'est passionnant. Tu vois ma tête, je fais toujours à sourire et tout, je trouve ça effarant ce que tu me dis. Tu penses, après je te laisse... Ouais, tu peux me Tu penses que la population française, en pourcent, on est à peu près combien à avoir notion de ça? Maintenant, j'ai notion parce que tu m'en parles, mais j'ai l'impression que c'est peanut. Bah, ça dépend. La notion de l'ensemble du tableau... Que 12 000 personnes, excuse-moi, qui ont lu le livre. 12 000, ouais. Non, il y en a peu. En fait, on est nombreux à avoir des visions parcellaires du problème. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient le problème écologique, le problème des pesticides d'un côté, mais ils ne voient que les conséquences. Ils ne voient pas que la cause du pesticide, c'est par exemple le libre-échange et la compétition internationale. L'intérêt du pesticide, c'est de vendre sur des marchés internationaux quelque chose de pas cher. Bon, bah ça, peu d'écologistes le savent, par exemple. Et donc, si on veut être un écolo conséquent, quand on refuse les pesticides, on refuse le libre-échange. C'est un de nos discours. Le CETA, tout ça. Voilà. D'autres voient que la question agricole. D'autres verront que la question alimentaire. Tous ceux qui s'occupent, et gloire à eux et à elles, de s'occuper de précarité alimentaire, d'aller être bénévole au Resto du Cœur, au Secours Populaire, etc. L'idée, là, et c'est notre contribution modeste au débat public, c'est d'arriver à montrer l'ensemble de la photo, qu'en fait, il y a un continuum entre la misère en milieu agricole, entre ceux qui se suicident sous leur grange, pris dans des logiques industrielles, ou ceux qui se galèrent à essayer de faire différemment en ayant le SMIC et en bossant 80 heures par semaine, et ben, il y a un continuum entre cette misère-là et la misère dans les assiettes. Et la mère de famille qui est obligée de sauter un repas parce qu'elle n'a pas assez pour filer à ses gamins sur son revenu. Pourtant, je te disais, avec tout ce qu'on reçoit en prestations sociales... Eh bien non, tous les chiffres montrent... Oui, mais tous les chiffres montrent qu'il y a de la réelle précarité et elle est plutôt invisible parce qu'en fait, quand tu n'as pas les moyens, tu peux sauter un repas alors que tu ne peux pas sauter un loyer, sinon tu es sous des ponts. Alors qu'un repas, tu peux garder ta dignité parce que personne ne l'aura vu, alors que si tu es mal habillé, c'est ta dignité qui est approchée, et puis tu n'es pas à la rue immédiatement si tu sautes un repas, ou si tu ne vas pas aller au restaurant. Même pas à McDo, etc. Donc on en est à des générations quand on sont à la 4e génération de suite qui vont à l'aide alimentaire. Donc les parents allaient à l'aide alimentaire, les grands-parents allaient à l'aide... Donc on a du mal à s'imaginer cette réalité-là. Et donc nous, depuis le monde agricole dont on est, depuis qu'on a regardé ça, on s'en était pas très intéressé, assez bizarrement au départ. Quand on a regardé la réalité de l'injustice du côté de l'alimentation, alors on ne peut plus avoir un regard moral sur la chose. On regarde, le méchant consommateur qui remplit pas bien son caddie. Ils ne savent pas s'alimenter, ces pauvres. On va les éduquer. Mais en fait, t'éduques pas une mère qui a que 30 balles à filer à ses gamins par semaine. Tu l'éduques pas. Sinon, tu lui fais une leçon de morale qui est violente. Si tu lui dis quoi, tu vas pas à la Biocop, t'as qu'à traverser la rue et aller à la Biocop. Oui, il n'y a plus de pain à manger, manger des brioches. Manger des brioches, exactement. En fait, ça, c'est de la violence. Et donc, si on veut pas nous-mêmes exercer une violence morale, alors il nous faut penser les choses politiquement, pas au sens parti politique, mais au sens collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire, socio-économiquement. Et du coup, la visée, c'est la démocratie dans l'alimentation. Voilà. Comment on peut aller vers des institutions? Alors, on a plusieurs pistes. En gros, c'est l'idée de socialiser l'alimentation, qu'elle soit plus dans les mains du marché, mais qu'elle soit dans des logiques de socialisation. Et c'est pas l'aide sociale, hein. C'est mettre en commun notre alimentation sur un imaginaire de sécurité sociale, par exemple. Voilà. Et ça, c'est une des pistes. Nous, on fait partie d'un collectif national de 11 organisations nationales qui travaillons à l'imaginaire d'une sécurité sociale de l'alimentation, où on pourrait reverser une sorte pas une prestation, une sorte de droit à l'alimentation pour aller acheter de l'alimentation dans des endroits qu'on aurait discuté collectivement, qu'on voudrait défendre. Et donc on passerait d'un droit à une alimentation à droit à une alimentation choisie. Et là, on a quelque chose d'assez désirable, où on arriverait à mettre ensemble ce qu'on n'a jamais réussi à mettre ensemble, c'est-à-dire la revendication de la justice sociale,
les gilets jaunes qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas assez pour mettre dans leur assiette ou pour mettre dans leur essence pour aller bosser. Et donc, à qui ça ne sert à rien de faire des leçons de morale parce qu'ils ne mangent pas bien. Et puis de l'autre côté, le monde agricole qui a besoin d'une rehausse des prix pour pouvoir généraliser l'agroécologie. Et bien là, vous voyez, deux trucs antagoniques. Allez. Alors que là, l'idée, c'est de les mettre ensemble. Et là, avec les classes populaires, on va pouvoir généraliser l'agroécologie. Et enfin, en plus, nous, ça nous permet de sortir de notre entre-soi, entre blancs, diplômés, qui pour l'instant peuplons l'agroécologie paysanne et les néo-ruraux, d'une part. Ça, tu le sortir vois ça. dans les personnes qui viennent se former? Ah bah oui, clairement. Clairement, les classes populaires, qu'elles soient des campagnes ou des quartiers, en fait, c'est pas elles qui viennent peupler nos écoles de maraîchage bio. Clairement pas. Et moi, quand il y aura plus ces gens-là... Ce serait dû à quoi, excuse-moi? Ce serait dû à quoi? L'éducation, Ça demande un gros bagage culturel. C'est un parcours du combattant tel de s'installer en agriculture qu'il faut être armé à aller parler à des dominants. Voilà. Comme monter une entreprise. Sans Mais avoir envie de leur rentrer dedans, parce qu'on doit entendre des choses qui doivent être effarantes. Ouais, c'est assez effarant. Il y a une dose aussi que, en fait, quand tu n'es pas de la même couleur de peau, tu as plus intérêt à aller dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour être un peu plus anonyme et moins stigmatisé que te retrouver tout seul à la campagne désertifiée. Voilà, il y a aussi ça qui joue. Hein. Et donc... Mais en fait, les pistes qu'il faudra explorer dans le futur, c'est remettre du maraîchage à 2 doigts des villes, très proches, en ceinture, etc. Et là, il va falloir que l'ensemble du monde, il va falloir aussi qu'on s'adresse aux salariés de l'agro-industrie pour leur dire on a besoin de vous pour bâtir le modèle de demain. Parce que personne, ça fait triper personne d'aller bosser 12 heures de suite dans un abattoir. C'est là où je pourrais peut-être comprendre les robots si on continue à avoir une alimentation carnée. Du coup, il y a plein de choses à faire qu'on n'a pas fait encore dans les luttes paysannes, des alliances à trouver avec des nouveaux types de personnes. Donc typiquement les salariés de l'agro-industrie, typiquement les gens des quartiers, pour qui pour l'instant on n'existe juste pas, quoi. Voilà. Et il y a l'idée, et je terminerai peut-être là-dessus, de ne pas participer nous-mêmes à la guerre civile qui s'annonce dans les campagnes. Parce qu'en ce moment, c'est en train de se durcir entre d'un côté la montée, on va dire, de la revendication écologique totalement légitime face aux années de sécheresse qu'on est en train de se prendre, aux incendies, à l'urgence de sauver la biodiversité qui est en train de disparaître. On a bientôt plus d'oiseaux, etc. Donc là, on a une génération qui arrive et qui dit mais en fait, plus un seul hectare de plus bétonisé et on ne vous laissera pas faire. Donc c'est ça qui est en train de monter d'une part. Et de l'autre côté, un monde agricole qui est de plus en plus pris à la gorge, qui se fait balancer de l'autre côté. Mais son réflexe, c'est de réagir en disant agribashing, de réagir en sortant les fusils. Et si on contribue à se jeter des jugements moraux comme ça en face, toi le sale écolo-bobo ou toi le sale pollueur pesticide, à la fin ça va mal finir, vraiment. C'est en train de mal tourner déjà, ça va mal finir. Alors que, je le répète, on est dans le même bateau qui est en train de couler. Et donc, pour sortir de ça, il ne faut pas qu'on s'affronte moralement entre vertueux et pas vertueux, vous voyez, ce genre de truc, mais qu'on reconnaisse la grande photo tous ensemble et que tous ensemble, on va se bâtir quelque chose qui ressemble à l'autonomie paysanne et alimentaire. Il me le place avec le petit limite clin d'œil. Dis-moi, dernière question, Hugo. Ce sera aussi le mot de la fin. Toi, à titre personnel, même si on comprend que c'est pas juste là pour faire joli et tout. À titre personnel, comment toi, tu imagines l'atelier paysan dans 15 ans? Consulté, mis de côté, tu m'as même dit que si vous étiez attaqué, ce serait une reconnaissance. Ouais. Je te laisse finir sur un mot de la fin là-dessus. Eh ben, pour moi, l'atelier paysan, dans 15 ans, a finalement moins besoin d'attaquer frontalement l'agro-industrie parce qu'on l'aura fait reculer et notamment on aura stoppé les projets délirants, fantasmatiques là, de robotique et de déshumanisation totale et du coup, ou en tout cas ça sera pris en charge par beaucoup plus de gens que l'atelier paysan et l'atelier paysan ça sera un réseau, ça sera plus une entreprise, ça sera un réseau d'ateliers dans tous les cantons. Partagé, ça sera des cartographies de paysans et de paysannes qui fabriquent leurs outils et que ça tourne, et qu'il y aura juste peut-être une organisation qui servira à mettre au pot commun encore, parce qu'il faudra garder central un pot commun pour qu'au même endroit on puisse trouver des milliers de technologies paysannes, mais cette fois-ci pour 1, 2, 3 millions de personnes qui mettront les mains dans la terre,
dans un métier d'agriculteur ou pas forcément, des agricultures vivrières, des agricultures urbaines, toutes les agricultures possibles, communautaires, tout ce que tu veux, un peu beaucoup passionnément, quoi. Mais il va falloir que plus de gens s'occupent de sa subsistance, qu'on arrête de déléguer notre subsistance à ce truc-là d'extérieur, à nous, qu'on s'en empare. C'est un enjeu, ça, de liberté, de démocratie. Et donc nous, on n'existera plus en termes d'entreprise centralisée, on sera en réseau avec plein de dynamiques autonomes autour de l'autoconstruction et l'autonomie technique. Et là, quand mon job n'aura plus besoin d'être, je serai satisfait. Je t'avais laissé le mot de la fin, mais tu as dit quelque chose qui me paraît très ambitieux. Et je finirai là-dessus. De 100 000, ce qu'ils prévoient à 3 millions. Tu disais qu'ils veulent, eux, objectif 100 000, et toi, là, tu me parlais objectif 3 millions, diversifié. Plausible? Ouais, carrément. Carrément plausible parce que le totem qu'on a écrit dans Reprendre la terre aux machines, on a repris le slogan de la Confédération paysanne d'il y a 20 ans. Et il y a 20 ans déjà, on disait 1 million de paysans. Et 1 million de paysans, c'était ce qu'il y avait il y a 40 ans. Donc c'est pas inaccessible. Il y a 40 ans, c'était hier, quoi. On ne parle pas des années 30, on parle des années 80, quoi. Et dans les années 80, on sait à quoi ça ressemble. Et 1 million de paysans, c'est juste renverser la vapeur, là. Et plutôt qu'être à moins 10 000 chaque année, on soit à plus 10 000. Ça, c'est accessible. Donc le premier million, il est accessible. Après, si on arrive à, en effet, faire en sorte que ce ne soit pas que les plus riches qui puissent acheter la nourriture de l'agroécologie, alors là, ça va faire un truc, un appel d'air incroyable. Parce que les gens, ils vont réclamer que cette nourriture, elle soit là. Parce que toutes les études montrent que toutes les classes sociales, elles veulent manger la même chose. Qu'il n'y a personne qui se lève le matin avec le plaisir de filer des pesticides à ses mômes, comme il n'y a aucun agriculteur qui se lève le matin avec le plaisir de foutre des pesticides dans ses champs et de mettre une combinaison avec un masque à gaz. En fait, on le fait tous sous contrainte. Et donc, dès qu'on a réussi à débloquer la violence du marché, alors ça sera facile de s'installer, ça sera facile d'avoir de la terre pour même faire son potager ou celle de son village. Et là, on arrivera à plusieurs millions. Parce que quand je dis plusieurs millions, ce n'est pas plusieurs millions de métiers d'agriculteurs. C'est plusieurs millions de personnes qui mettent les mains dans la terre pour la subsistance en général. Et donc, passer d'une société avec des paysans à une société paysanne. Et nous, on est sûr, parce qu'on l'observe déjà, qu'il y aurait facilement 50 000 jeunes par an, mais facile, c'est pas beaucoup 50 000 jeunes par an, qui auraient envie de déserter les métiers à la con que leur promet le capitalisme pour faire quelque chose qui a du sens dans l'époque dans laquelle on est. Et quelque chose qui a du sens, ça ressemble à un truc qui n'est pas loin de la paysannerie. Et les vocations, elles sont déjà là. Ce qui manque, ce n'est pas les vocations, c'est les possibilités d'exercer cette activité plus que ce métier. Mais écoute, je souhaite que ces personnes qui se demandent ce qu'ils font dans leur métier... Parce que c'est le plus beau métier du monde. Ah mais j'en doute pas une seconde, surtout quand c'est bien accompagné comme ça. Hugo, l'Atelier Paysan et toute l'équipe, merci à vous. Merci d'être venu.